Madame, Monsieur, comment peut-on ramer à contre-courant dans ce pays alors que dans le monde entier, les présidents, les chefs d'État et tous ceux qui comptent comme dirigeants du monde s'affairent à redouter le coronavirus? Comment peut-on dans ce pays avec autant d'insouciance et rester aussi zen face à la menace du Covid-19. On est clairement étonné par les attitudes, par les comportements dans ce pays. On a par exemple le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a clairement dit son intention et surtout la capacité du Cameroun à organiser le CHAN 2020 alors que de nombreuses compétitions de football en Europe sont suspendues par l'UEFA et même par la FIFA. Comment peut-on au Cameroun continuer à agir ainsi alors que dans des pays on impose les confinements, les mises à quarantaine de 14 jours au Cameroun? Nous avons le président de l'Assemblée nationale qui est allé hier se mettre à l'hémicycle de Ngwa-Ekele sans aucun état d'âme, alors qu'on voit très bien que la femme du président du Premier ministre canadien qui a été contrôlée positive au coronavirus a imposé ou bien a été obligée d'imposer à son mari une mise en quarantaine, Justin Trudeau. Donc on voit très bien que dans le monde les choses se mettent en place. On voit qu'en France par exemple là-bas ils prennent des mesures de confinement général et total de la population. Au Cameroun, ce qu'on en fait, c'est ce matin que le Premier ministre annonce une réunion de crise dès 10 heures au service du Premier ministre pour régler la question et que le ministre de la Santé publique qui est depuis le début de cette affaire abandonné à lui-même, abandonné à son sort, dit devoir mettre en place et rendre compte de son plan de riposte dans cette réunion qu'organise le Premier ministre. On se pose beaucoup de questions, madame, monsieur, alors que vous avez le recteur de l'université de Yaoundé 1 qui lui aussi prend sa part de mesure de son côté. Vous avez dans le même temps le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui lui a sorti lui aussi une note pour interdire l'exportation des masques de protection parce qu'on a saisi à l'aéroport de Douala des masques qui étaient exportés en Chine. Tout cela donne l'allure d'une improvisation, l'allure d'un désordre total, d'une cacophonie générale. Et on voit très bien qu'on a beaucoup de choses à faire. Lorsqu'on lit par exemple une œuvre d'Achille Bembe qui parle de la critique de la raison nègre, on est aujourd'hui à se poser la question: que sommes-nous? Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Que faisons-nous? Pourquoi sommes-nous toujours à la traîne? La question, on peut se la poser, même si, lorsqu'on parle de nègres, le Cameroun n'est pas le seul pays en Afrique subsaharienne qui est confronté à ce souci-là. La Côte d'Ivoire, hier par exemple, a montré le chemin en prenant des mesures assez fortes. Madame, monsieur, comme chaque matin, nous ferons le devoir, mais surtout, on va le dire comme ça pour tout le monde ce matin, le souci de vous dire ce qu'il y a, ce qu'il faut pour continuer à vivre dans un pays qui est digne de ce nom, un pays à peu près normal. L'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Batoucha Label, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi-Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au professeur Aurélien Maurice Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, qui a décidé de la suspension d'1 mois des cours magistraux au sein de sa formation. Bravo, c'est ainsi qu'on devrait se comporter. Il a dit que c'est une mesure conservatoire qui risquerait d'être, au fil du temps, au vu de l'évolution, prorogée. Donc, de ce côté de l'université de Yaoundé 1, les cours sont désormais suspendus pour 1 mois. Cause coronavirus. En a-t-il le droit? Pourquoi il le fait seul? À un moment donné, M. Eric Fopoussi, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. D'accord. Il faut savoir avoir, comme on dit, la niaque de prendre des mesures qui vont se retrouver salvatrices, voilà. M. Eric Fopoussi. Tout à fait. Eh bien, ce matin, madame, monsieur, nous avons évidemment un gel hydroalcoolique, Bactol, madame, monsieur, pour respecter les règles d'hygiène. Et bien sûr, ce qu'il y a à faire, c'est de verser quelques gouttes clairement et de se nettoyer clairement, évidemment, les mains. C'est important pour être dans le respect des mesures d'hygiène. D'ailleurs, c'est ce gel
alcoolique de Bactol des laboratoires Biopharma. Ça coûte 500 francs seulement. On va devoir évidemment, Chalamel Bachou, vous donner évidemment, envoyer. Pourquoi vous commencez par moi? Vous avez une voisine, monsieur? Non, envoyez-lui le. Vous avez. Au fur et à mesure. Charlamel, allez-y. On ne traverse pas plusieurs coups allez-y, comme ça, monsieur Eric Fopoussi. Allez-y, Charlamel, allez-y. C'est pas sérieux. Vous aurez dû commencer par votre voisine. C'est un Voilà. crime de lèse-majesté. Tout à fait. Merci beaucoup. Absolument. Enfin, voilà. on frotte, c'est ça? Vous frottez, voilà, très bien dans les mains, comme ça, et tout. Voilà, d'accord, très bien. Voilà, merci. Karine Santi également avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Tout comme le président Ouattara, Oui. je respecte les mesures d'hygiène. Voilà, avec le gel hydroalcoolique de Bactol de chez Laboratoire Biopharma. Ça coûte 500 francs CFA. Bon, Bengal, bonjour et bienvenue à vous également ce matin. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Mais nous, les indigènes aussi, peuvent Bien sûr. Nous avons les massifs et on a mis là le matin. D'accord. Voilà. Nous, on a nos écorces, les massifs le matin. Voilà. Mélangés au citron pomme. Voilà, bon, renforcer les mesures de sécurité, abondance de biens ne nuit jamais personne. D'accord. Selon un rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, rapport 2019, publié ce matin par un journal Expression économique, il dit clairement que la Sonara est en faillite. Voilà. La Sonara, on se rappelle que lors de l'incendie de mai dernier, beaucoup avaient dit des choses et aujourd'hui on se rend compte que malheureusement ça ne se respecte pas. Alors, Dominique Audrey également avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut aussi. Merci pour la tasse de café. Bon, ça en a l'air. c'est un gel, hydroalcoolique. Ouais, bon. Voilà, merci. Avec Voilà. ces coûts-là, c'est bien. Bon, 500 francs, oui. 500 francs seulement. C'est accessible. C'est Bactol. Accessible. Voilà, donc dans les grandes surfaces et partout vous les trouvez, ces gels désinfectants de chez Bactol, hydroalcoolique. Donc là, maintenant, vous vous adressez à deux personnes. D'abord, la doyenne d'art de l'Assemblée nationale, le secrétaire général des institutions. Ils ont salué. S'ils en ont là-bas chez eux. Voilà. Ou alors ils en fassent la commande. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment des composantes plus importantes. Vous avez par exemple à la grille d'Equinox quand vous entrez, toutes les personnes qui entrent sont également obligées, les visiteurs de ces désinfectés avant d'entrer dans nos locaux. Voilà, on va démarrer comme chaque matin avec vous, Dominique Audrey-Yengelek. Oui. C'est l'histoire du jour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte une histoire qui est adressée à Monsieur Mbachou et Père Bombok. Ce matin, c'est l'histoire de Ferdinand qui a rencontré Béatrice par l'entremise d'une amie il y a sensiblement 8 mois. Et dès lors, la relation a débuté. Lui, il est à l'étranger et Béatrice est ici au Cameroun. Ils se sont bien entendus et 8 mois après, il est venu au Cameroun pour des vacances. Donc, il a profité pour rencontrer Béatrice et tout de suite, le courant est passé. Il a présenté Béatrice à sa famille et elle s'est avérée être la femme parfaite. Il dit que s'il s'en tient à la description, à la peinture qu'on fait tous les jours sur ce plateau, c'est une femme qui est respectueuse, soumise. Il dit que pendant les week-ends, elle va chez sa mère, chez ses parents, elle fait la lessive, elle lave les vêtements des parents, elle lave les vêtements de la grand-mère. Elle fait également des coiffures à sa grand-mère et à sa mère. À côté de ça, il raconte que ses parents ont décidé d'aller toquer à la porte de la famille de Béatrice. Tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, ils ont programmé le mariage pour dans 4 mois. Donc, dans 4 mois, ils vont procéder à la dot et au mariage civil. Il dit que son problème ce matin, c'est que la famille de Béatrice veut un mariage religieux. Et lui, il est traditionnaliste dans l'âme et il est contre la religion. Donc, il ne pratique pas cette histoire-là et il n'envisage pas le faire. Il dit qu'aujourd'hui, la sœur de sa fiancée essaye au fur et à mesure de l'en rapprocher, mais il n'est pas pour. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez grandi dans une famille chrétienne? Il me dit que non.
depuis qu'il a grandi, ils n'ont jamais mentionné l'église et tout ça. Mais ça fait simplement 5 ans que sa famille a emprunté le chemin de l'église. Donc aujourd'hui, sa famille a acté le fait qu'il est contre le mariage à l'église. Il dit qu'il aime bien cette fille parce que c'est une femme qui a su épouser sa famille, mais qui ne voit pas par quelle alchimie il va se retrouver à se marier à l'église. Donc aujourd'hui, il aimerait savoir pourquoi accorde donc tant d'importance au mariage religieux alors que le mariage civil semble être l'idéal. Ça me rappelle des travaux de Richard Hogarth, c'est un sociologue britannique, dans un livre très intéressant, Culture du pauvre. Et vous voyez très bien que les gens accordent justement beaucoup d'importance au mariage religieux parce que c'est un fait que l'Occident a voulu imposer au reste du monde. On a vu des mariages, des marches nuptiales devant le pape, devant les grandes cérémonies. Donc c'est ça qui est tendance. Hein. C'est comme quand, à une certaine époque, lorsque vous aviez une cigarette, c'était le symbole même de que vous étiez quelqu'un de mondialisé. Quelqu'un, voilà, donc c'est ça, c'est tendance. Il faut faire ça. Mais sauf qu'évidemment, lui, il dit que cette diffusion forte de cette culture occidentale et tous les corollaires, les masses médias et tout ce qui transporte tous ces relais-là, malheureusement, n'ont pas toujours un impact dans la vie des populations, on va dire, dominées, entre guillemets, comme des peuples d'Afrique, qui aujourd'hui commencent à prendre conscience de ce qu'ils n'ont pas à refaire le même chemin que ce qui nous vient des métropoles, comprenez-nous, de la vieille Europe, par exemple. Donc, il y a ce choc de civilisation, de culture, d'ailleurs, qui s'impose aujourd'hui. Donc, Bobo Bengan, vous avez un homme qui a pris conscience de ce qu'il est, de la question identitaire, identité pour soi, identité pour autrui, et qui veut qu'on respecte cela. Malheureusement, il doit faire face à un monde qui, malheureusement, a adopté des manières de faire, telles que le mariage religieux, qui est aujourd'hui une pratique qui montre que vous êtes dans la droite ligne. D'accord. La première chose, c'est que, oui, sa fiancée, qui va être sa femme désormais, n'a pas encore rempli toutes les conditions, ou alors lui, il ne nous a pas encore tout dit. Au-delà de ce qu'elle se comporte comme un lave les habits, un type de comportement, il faudrait que dans votre fichier, sa famille vous dise quels sont ses défauts. En fait, c'est les défauts qu'on supporte. Quand vous dites « je supporte mon ami », vous allez, je sais que vous réfléchissez avec le cœur. Le cœur n'a pas vocation à réfléchir, ça donne des sentiments, ça produit les sentiments. Non, de toutes les manières, nous on ne connaît jamais nos femmes. Hein. Moi, je suis à plus de 30 ans, je ne sais pas si je connais ma femme ou pas. Mais bon, que sa famille vous donne ses défauts, ce sont ces défauts-là que vous allez supporter ou pas. Maintenant, sur le plan religieux, non. Moi, je me suis marié à l'église, mais j'ai dit au pasteur qu'on ne me pose aucune question. Précisément, ma femme, lui, elle était religieuse et tout, aucune question. Donc, je ne prends aucun engagement là-bas. Mais parce que nos parents, non, ce sont nos aïeux qui ont les Parker, les Alfred Sacker, les pères Palotin et tout. Nous les avons accueillis précisément parce que l'orientation morale qui est à l'église, on l'épousait. Mais l'autre orientation politique, on n'était pas d'accord. La preuve, ça même lors du baptême de Bekima ici, il n'y a pas longtemps, on a eu des problèmes. Donc, nous on n'est pas là pour saccager ce qui doit être béni. Si votre famille qui est encore dans cette difficulté, dans cette propension-là, ou dans cette orientation à penser qu'il faut faire un mariage religieux, il faut y aller. Vous accompagnez votre femme, mais on ne vous pose aucune question. On pose la question à la femme si elle veut. On ne vous pose pas les mains sur la tête. Première chose. Deuxième chose, vous commencez par ce mariage-là et vous terminez par le mariage traditionnel. Nous sommes là pour le faire, on va le faire. Et peut-être qu'eux aussi, les mêmes parents, vont voir qu'il y aura un mariage traditionnel. Parce que on est venu nous tuer culturellement, pensant que, ah oui, mais vous ne savez pas, on célèbre les mariages traditionnels. Bon. Oui, absolument. Ouais. Justement, il y a une question, est-ce que la dot, c'est le mariage traditionnel? Non. Ok. On bénit le mariage traditionnel avec un bouc. Notamment, non, là, c'est pas un secret. Oui, parce que beaucoup font la confusion. Oui, ils font la confusion. Après la dot, quand on vous donne votre femme, on bénit un bouc, on le tue
on mange. C'est lui qui ne participe pas à l'épanouissement, à l'accompagnement de ce couple. Il va écoper. Il n'y a pas de nous. Le bouc. J'ai dit que vous ayez mangé ou pas. Le serment qu'on dit quand on vous accompagne pour le mariage là, vous devez. Ceux qui viennent en compte, par exemple, on entend souvent qu'on a attaché le forum. Vous avez, les femmes ont un problème spécifique aujourd'hui que je rencontre tout le temps. Trompe bouchée. Ils vont à l'hôpital, on n'arrive pas. Bon, alors qu'il y a une vieille maman, voilà. Vous ne pouvez pas être atteint de ça. Ou alors, s'il y a un esprit malin qui s'évertuerait à le faire, il écope. D'accord. Nous, on n'est pas dans vos jours. Donc, faites le mariage religieux, mon fils. Le pasteur, le prêtre ne vous pose aucune question. On ne vous pose pas les mains sur la tête. Si votre femme prend des engagements, elle prend. Et après, vous célébrez le mariage traditionnel aussi. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc, pour calmer, parce qu'on épouse, épouser veut dire quoi? Et ça veut dire qu'on met ensemble. Maintenant, et ta femme saura que progressivement, elle va sortir de cette église abrahamique-là. D'accord. Chalamel, que doit-il faire, ce monsieur confronté justement à ces oppositions dans cette famille? Il ne peut y avoir opposition. Qui d'autre? C'est la famille de l'homme. La femme quitte où? Sa famille. Pour aller rejoindre qui? La famille de l'homme. Son homme, par conséquent, M. Eric Fopoussi. Est-ce que du fait qu'elle soit chrétienne, elle s'est entraînée à maîtriser les réalités traditionnelles? Non. Elle est restée dans son carré de chrétienne, il est resté dans son carré de traditionnaliste. Il est foncièrement traditionnaliste. Elle se dit, ok, comme tu es traditionnaliste, je respecte, moi aussi je suis chrétienne. Sauf qu'il se retrouve à un carrefour, M. Eric Fopoussi, où c'est la femme qui exige que le mariage se fasse sur son terrain à elle, alors qu'elle est en train de quitter ce terrain pour retrouver le terrain d'un autre homme. Le Bantou, lorsqu'il se lève, il doit prendre le sel, il met dans l'eau, il l'asperge dans la maison. Avant de dormir, il doit recueillir l'eau des lieux sacrés, il doit recueillir l'eau de la mer qu'il met en dessous de sa porte. Le traditionnaliste, c'est celui qui, lorsqu'il se sent menacé, doit prendre le soufre, mélanger le soufre avec du riz écrasé et répandre dans la maison. Le traditionnaliste, c'est celui qui, lorsqu'il fait des mauvais rêves, utilise l'encens, pour l'encens traditionnel, pour répandre dans la maison. Est-ce que la chrétienté de cette femme va lui permettre d'accepter? La preuve, lorsque vous allez faire l'encens, elle va dire, oh, les démons. Parce qu'ils ont leur encens. Les chrétiens ont leur encens, qui vient de leur origine à eux. Nous avons notre encens traditionnel que nous utilisons, qui est 2 fois plus fort, qui est 2 fois plus puissant que ce qui est utilisé par ceux d'en face. Parce que chaque fois qu'on parle de l'église, quand je rencontre des prêtres, ils veulent m'arracher la peau du dos, M. Eric Fopoussi, je peux vous rassurer. Donc, pour dire que, je ne veux pas me mettre en face de la maintenant, mais dire que, ici, il faudrait qu'on comprenne que ces 2 façons de s'adresser à Dieu. Le traditionnaliste a une façon particulière de s'adresser à Dieu. C'est le jeûne, le bien, ce que vous avez baptisé le sadaka. C'est le bien. Tous les jours, il est recommandé aux traditionnalistes de faire le bien. Partager la justice, la vérité et surtout la purification. Ça, c'est ce qu'on recommande. Tout bon traditionnaliste le sait. Je ne prends pas ce qui est en moi. Je dois être pur. Je dois aller vers l'autre avec des paroles de vérité. Et chaque fois, Bombok le dit ici qu'il a prêté serment pour ne dire et ne faire que la vérité. Donc, ce traditionnaliste va en opposition. Vous savez, quelqu'un peut tuer, après seulement à genoux, dit Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il a même encore le sang sur les mains. Oui. Mon Seigneur Akonga lui-même l'a dit. Donc, je dis, tuer là, il a 2 façons de prier. Vous ne pouvez pas verser le sang et vous descendez au lieu sacré. Vous n'y arrivez même pas. Vous vous brisez les reins à la descente. Je dis à la descente. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'est pas à vous, vous traversez. Non, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle la sentence dans la tradition, c'est la mort. Lorsque vous venez à violer certaines règles, soit c'est la folie, la maladie, et le dernier, c'est la mort. Donc je crois que cette femme ne connaît pas avec qui elle part. Cette femme ne sait pas dans quelle famille elle est en train d'entrer. Parce que l'homme certainement va se lever le matin. Vous savez, lorsque j'arrive quelque part et qu'on me sert à manger et que je doute de tout le monde, je sors mon petit flacon
d'eau sacrée, de l'eau sacrée chez moi. Je verse dans le repas. Je vous assure, si c'est compliqué, ça mousse à l'immédiat. Je ne mange pas. D'accord. Donc c'est pour dire que le chrétien, lorsqu'il arrive, il fait le signe de croix. On les voit partout dans les restaurants. Il commence à manger gloutonnement. Donc vous voyez que c'est pas différemment de gérer ce genre de choses. On va dire que... Je ne me moque pas, mais je dis ce qu'il y a. Je n'ai rien inventé. Vous voyez quelqu'un entre là, on a servi le plat, tac, 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 et commence à manger. Oh, le traditionnaliste, lui, il a son rituel. C'est deux façons. Finalement, nous sommes les damnés de la terre. Hein. Nous, Africains, nous, peuples colonisés, qui avons accueilli justement les missionnaires et autres. Vous voyez, c'est ce choc-là qui existe et des cloisonnements, malheureusement, qui continuent à exister dans un monde où peut-être aussi la solution ou la voie serait l'hybridisme. Je ne sais pas. Hein, j'imagine juste. Non. Bon, Vous ne pouvez pas. la voie serait l'hybridisme. L'hybridisme, vous tuez. Vous ne pouvez pas, vous allez mourir. Okay. Vous ne pouvez pas, vous allez mourir, monsieur. D'accord. Parce que à créer des cloisonnements, voilà, ça devient très, très, très compliqué, hein, les cloisonnements. Monsieur Eric Fopoussi, Ouais. à l'église, il y a ce qu'on appelle les reliques. On utilise les reliques. Il y a un temps à l'église où on sort les reliques. Les reliques, c'est quoi? Bon, justement, est-ce que c'est pas justement ces points d'accord qui ne peuvent pas justement... La différence, trouver juste milieu. La différence qu'il y a, c'est qu'il y a un temps à l'église où on sort les reliques. Mais nous marchons avec nos reliques. Je marche avec l'esprit de mon grand-père. Je marche avec l'esprit de mes ancêtres. Ils sont avec moi. Au jour le jour, au quotidien. Mais ils sont dans la terre. Est-ce que ce type d'homme peut encore exister? Si, ça existe. Et faites très attention. Ils sont dans la terre de ma concession. Ils sont dans l'eau sacrée qui coule dans l'autre concession. Ils sont dans chaque chose que je trouve. Oui, vous avez des gens qui pensent... sauf que Chalabel, depuis la chute du mur de Berlin, ces cloisonnements deviennent difficiles à tenir. On n'aurait pas eu un bonbon. Ça devient tenir. Dites donc que bonbon, c'est des faux bonbons. Nous avons des faux bonbons. Dites que ce que nous avons, c'est des gens qui ne pratiquent pas. Non, c'est pas ce que je dis. Non, ça existe. Je dis, est-ce que la voie finalement n'est pas l'hybridisme? Non. Faut faire un choix. Pour réconcilier ces deux-là, hein, parce que après, si chacun reste sa femme, il ne prend aucun engagement en disant à sa femme. C'est ça justement. Non, c'est pas l'hybridisme. Dans votre... Il rentre. Attends, ma femme aujourd'hui, tu vas faire comment pour lui demander de prendre la Sainte-Seine? Ça va commencer comment? Vous aller à l'église. Vous êtes au moins à l'église. Non, mais justement, parce que même sa famille savait que là, il va se poser quelqu'un qui deviendra un bonbon. Voilà, vous êtes là, prenez un engagement. Maintenant, sortir de l'église, tu sors définitivement. Ce n'est pas que vous avez là. Tu sors définitivement. Maintenant, on va dire au revoir à tes amarants. Vous étiez en chorale et association des femmes chrétiennes, tout ce que vous voulez. Tu sors définitivement. En tout cas, Francis Fukuyama l'a bien dit, hein, l'a bien théorisé. Alors, Karine, sur cette histoire ce matin. Ce que je sais, oui, c'est que c'est la femme qui oriente la vie religieuse du couple. Je suis désolée, monsieur Mbachou, laissez-moi terminer. Ce que je sais... La vie spirituelle, la vie spirituelle du couple. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui avait mangé la pomme. Et c'est Ève qui a rendu Adam pécheur. Non, mais... Après, la Bible est une référence. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. On parle là de religion. La Bible est une référence. Alors, mais dans beaucoup de gens... Dans mon argumentaire, monsieur Mbachou. Dans beaucoup de... Dans mon argumentaire, c'est la référence. Non, une seconde. Il faut... C'est un fait, là. Hein. C'est un fait. J'ai rien crié, moi. Ça veut dire que la Bible, pour des milliards d'individus sur Terre, c'est une référence. Je vous dis faux, parce qu'il y a la genèse de la création du monde chez les Bamileke, il y a la création de la genèse. Oui. Non, s'il vous plaît. C'est pas... Juste en Grèce, il y a la génération de la création du monde, monsieur Mbachou. Parlant de la nouveau. S'il vous plaît, parlant de la genèse de la création du monde, il y a le principe, On ne parle pas de la même chose. Vous parlez de la Bible comme étant votre référence. Pas moi, je dis que la Bible, c'est un fait. Il y a des êtres humains sur Terre qui croient en la Bible. Mais il y en a d'autres qui croient autre chose. Il y a évidemment le Coran. C'est une référence générale. C'est pour non, je ne dis pas pour général. C'est ma référence. Pour des millions de gens, la Bible est une référence. Oui, allez-y, Karine. Comme je le disais tantôt, je le dis pourquoi? Parce que même dans les familles qui ne croient pas en la Bible, c'est la femme qui est la première à aller chez les marabouts. Dans les familles qui veulent s'initier
à la religion, c'est les femmes qui sont les premières à entrer dans les églises. Raison pour laquelle je dis c'est la femme qui oriente la vie spirituelle du couple. Par rapport à l'histoire ce matin, ce que je vais dire à Ferdinand, c'est que épouser cette femme ne t'empêchera jamais d'être près de tes ancêtres. Ne permettra jamais à ce que tes ancêtres te renient. Parce qu'on n'a pas vu un ancêtre renier son enfant. De toutes les façons, aujourd'hui, ce en quoi tu crois, je le reconnais, je l'accepte. Ce en quoi elle croit, reconnais aussi et accepte-le. Mais sauf que vous ne pouvez pas entrer, vouloir quelque chose et ne pas vouloir l'emballage. Vous ne pouvez pas vouloir le produit et laisser l'emballage. L'emballage de cette femme, c'est sa religion, c'est ce en quoi elle croit. Et si vous la voulez dans votre vie, vous devez adapter cette religion. C'est pas une obligation. Momboka a expliqué une stratégie. Elle non, elle n'a pas. Momboka a expliqué une stratégie. C'est pas de but en blanc, de manière directive, que la femme va embrasser sa croyance en lui. Jamais. C'était progressif. C'est une obligation pour lui d'aller se marier sur la femme. D'abord, s'il veut cette femme, parce qu'il y a plusieurs femmes, il peut encore choisir une autre. Il peut encore choisir une autre. Donc, s'il veut cette femme-là, il peut s'adapter. Parce que, en fait, ce que je sais, c'est que quand vous avez envie de quelque chose, peu importe les obstacles, vous faites tout pour avoir cette chose. Et si Ferdinand veut vraiment cette femme, parce que en dehors de la religion, il ne nous dit pas qu'ils ont un problème. Il ne nous a pas dit qu'elle est irrespectueuse. C'est pour dire quoi? La religion enseigne des valeurs. Ça enseigne aux personnes le respect de l'autre, le respect de la belle famille. Bien que nos traditions nous forment à comment rester de bonnes épouses, on apprend aussi que la religion nous apprend à être de bonnes épouses. Sauf que lui, il ne croit pas en la religion christianiste, ce que je peux reconnaître et admettre. Sauf que s'il veut cette femme, il pourra d'abord admettre ce mariage-là et après continuer sa tradition. Ça n'empêche pas à un homme de le faire, encore que aujourd'hui Bobo a expliqué une stratégie, demain quelqu'un d'autre va vous expliquer une autre stratégie. Mon papa, il est baptisé, communié, confirmé, mais il ne part pas à l'église. Donc c'est pour vous dire qu'il croit en la tradition, mais il est baptisé. Donc c'est un hybride. Si vous voulez, Oui, mais c'est un hybride. la tradition, les anciens ne rejettent personne. Ok. Donc il ne rejette personne, peu importe où vous allez. C'est pour ça que quand vous allez n'importe où en Chine, vous oubliez, vous abandonnez, ils finissent par vous rappeler à eux. Donc peu importe où vous allez, ils vont vous rappeler. Ouais, ok, l'ancétrisme. Donc vous dites que voilà, c'est un déterminisme, pas. Évidemment, Dominique Audrey va prendre la parole et développe ce qu'elle a développé et Chalamel éventuellement vous rebondirez. Dominique Audrey. Ferdinand a grandi aujourd'hui, malheureusement, il a des a priori en ce qui concerne la religion chrétienne. Parce qu'il dit qu'il n'a pas grandi dans cet environnement-là. Par conséquent, il ne sait pas comment ça fonctionne. Lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un, je pense qu'on fait des compromis d'un côté comme de l'autre. La femme qui vous accepte le fait que vous alliez asperger les trucs dans la maison, même si elle ne sait même pas trop quels sont les démons que vous allez invoquer, elle accepte quand même, sans se plaindre. Mais maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas aussi, simplement pour cette période-là, aller étudier la catéchèse qui encadre le mariage? Vous croyez peut-être aux ancêtres, mais vos ancêtres ne vous diront pas comment vous comporter lorsque vous aurez les problèmes avec votre femme, malheureusement. Comment? Les ancêtres, ça parle? Oui. Comment? Moi, je parle plus avec les ancêtres. Vous êtes un bon mot. Mais justement, maintenant, on lui dira, quand il viendra faire célébrer son mariage, et c'est même bien comme le mariage traditionnel passera après le mariage religieux. Voilà. On lui donnera ça, la mère a commencé à énumérer un certain nombre de choses. Oui. Comment parler à son grand-père qui est décédé? Il vous répond. Oui, à ce moment-là. Sauf que à l'église, Béatrice voudrait que vous soyez en communion avec Dieu. Le Dieu de Béatrice là-bas ne vous demandera pas de chèvre, ne vous demandera pas de poulet, encore moins de l'huile rouge. Toutes ces choses-là. Parce que c'est un Dieu qui aime la guerre. Peut-être. Mais il n'a pas demandé d'armes. Donc, si. Il n'y a pas de mal à aller découvrir, accepter d'abord et maintenant. À l'intérieur, ce sera à vous de choisir si vous continuez à l'intérieur ou pas. On ne peut pas mettre un terme à une histoire, à une belle histoire, simplement parce qu'on a un désaccord sur quelque chose. Il faut pouvoir trouver le juste milieu entre les deux. Une femme qui accepte d'abord déjà de se mettre avec un homme comme vous, c'est déjà un compromis. Parce qu'elle ne sait même pas dans quoi vous trempez. Les ancêtres l'amènent vers la bonne voie. Vous mettez quoi elle était dans la perdition. Justement, les vous mettez quoi là-dedans? Donc, elle déjà, elle a accepté que non, mon mari peut dormir au cimetière, il peut faire ce genre de choses. Non, l'exaltation, c'est pas le cimetière. C'est sans vous, c'est vous qui dormez au cimetière. Ne dites pas ça ici. Donc, parlez des choses que vous connaissez, madame.
C'est vous à l'église, les premiers dimanches de novembre, vous allez dans les cimetières. Nous, on ne va pas dans les cimetières. La Toussaint. Bon. On ne va pas dans les Pour vous dire cimetières. que je... Oui, mais non, il faut le dire. C'est vrai que... C'est vrai que il y a beaucoup d'intégrisme dans le christianisme. Il y a beaucoup d'intégrisme. Vous savez, généralement, il y a beaucoup de condescendance lorsque les Occidentaux regardent les Africains avec peu de condescendance. Et ils l'ont inculqué justement aux chrétiens noirs, qui également ont de la condescendance par rapport à ceux qui ne croient pas, justement. Donc c'est un peu de... Mais puisque vous dites qu'ils vont dans les cimetières, vous venez de dire que les huiles, les crânes, tout ça... Non mais, je veux dire que nous, on n'a pas de cimetière. Ce type de propos, justement, c'est pas vous, hein, vous êtes juste le produit, le résultat de quelque chose qui était pensé plus haut que vous. Donc et pour vous, donc c'est fait pour que vos réflexes et vos paradigmes, justement, donnent ce type de résultat. On ne peut pas vous en vouloir. On ne peut pas vous en vouloir. C'est pas contre eux, mais on les voit, bon... Il y a des livres qui disent comment ils font ce genre de pratiques. La tradition africaine. Les livres qui vous disent d'aller au cimetière. Vous savez que... Vous savez, c'est Edouard Saïd qui parle bien de cela. Quand parler de quelqu'un, c'est le dominer. C'est-à-dire que si je parle de vous, je vous domine. Ça veut dire que si un livre qui est écrit à Paris, qui parle de quelque chose qui se passe à Balin, le livre qui est écrit à... Oui, ce livre-là va forcément essentialiser ce qui est à Balin. Et tu vois, donc il faut faire attention. Charles, la même fois, je suis précision et puis on va sortir de ça. Ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement, quand on parle toujours de la tradition, j'ai envie de me mettre en colère sur ce plateau parce que j'ai l'impression que ceux qui viennent développer ne sont même pas africains, c'est des peaux noires aux réflexions blanches. Pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une méthodologie dans la tradition. Il y a une méthodologie. On ne se lève pas, on ne vous frappe pas. Il y a des avertissements, contrairement à l'église catholique, où Dieu laisse les gens tuer, et on tue, s'il vous plaît. Vous permettez. On tue. À la dernière minute, on se réveille. Vous avez des gens qui ont trompé des femmes. C'est-à-dire parce qu'il désirait la femme, il allait faire semblant de se convertir dans l'église. La fille a cru qu'il était converti, elle a cédé, il a couché avec la fille, il a disparu. On a connu ça. Ça, c'est ce que vous encouragez dans votre monde. Mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'est pas à vous. Ça vous frappe à l'immédiat. Il faut respecter. Non, je dis, lorsque vous décidez de vivre avec un traditionnalisme, ce n'est pas une femme qui porte, ce n'est pas la femme qui porte la culotte chez l'homme. Ce n'est pas la femme qui porte le pantalon chez l'homme. C'est l'homme qui porte le pantalon. Donc arrêtez de dire que l'homme doit aller sur la femme parce qu'il doit faire l'église. Chalamel, gardez un peu de colère pour la suite, je vous en prie. Gardez un peu de colère pour la suite. Il nous en faut. Alors, il faut juste rappeler que Ferdinand, déjà, il faut déjà le saluer que c'est un hybride. Le fait qu'il se prénomme déjà Ferdinand est déjà un pas. Est déjà un pas en soi-même, voilà. Parce que Ferdinand, c'est très c'est très chrétien, ça, Ferdinand. Oui, c'est un Ferdinand. C'est un Ferdinand. Madame, monsieur, restez avec nous sur notre antenne d'Equinox Télévision. Voici donc ce qu'il reste de la colère aujourd'hui de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des forages au Cameroun. Maintenance et gestion des forages, quand il nous tient. La rareté de l'eau a poussé les Camerounais à vendre leur âme au démon ténébreux des sources, rivières, ruisseaux, puits et forages. Coût trop élevé, qualité médiocre, accès difficile, l'eau est un problème pour 3/4 des habitants de la capitale économique du Cameroun et même du Cameroun tout entier. Face à la pénurie sans cesse criarde de l'eau, les Camerounais, loin des bonnes fontaines, ont décidé de se lancer dans la course au forage. La majeure partie des bonnes fontaines qui avaient été offertes se sont retrouvées à sécher et ne coulent plus. Au Cameroun, tout le monde pense qu'il peut creuser un forage où il veut et quand il veut. D'ailleurs,
Quelle est l'identité de ceux-là qui creusent les forages dans les quartiers, dans presque tous les quartiers de Bepanda, Mabanda, Dokpassi, il y a des forages où les populations s'abreuvent. Quelles sont les méthodes utilisées pour se rassurer de la bonne qualité de l'eau? Quels sont les produits utilisés dans l'assainissement de cette eau? Peut-on qualifier ou mieux certifier dans ce pays que toute eau sortie du forage est bonne à boire? Ces eaux de source sont-elles véritablement ou vraiment potables? Comment donc comprendre ce danger qui vient des profondeurs? Comment comprendre que pour s'approvisionner en eau de boisson, de nombreuses personnes font la queue au niveau des sources et forages, alors que d'autres préfèrent acheter les eaux dites de forage embouteillées et vendues en bordure de route? Une étude menée en 2016 nous a rapporté que 63% de personnes se ravitaillent au réseau conventionnel, 33% aux sources, 17,4% au forage, 9% dans les rivières et 2% aux puits. 90% de la population consomme une eau ayant subi un traitement. Le reste de la population, soit 10%, recourt à diverses sources. C'est un autre rapport qui, lui, n'est-ce pas, est venu battre en brèche ce qui avait été dit. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Comment jusqu'à ce jour, ou comment peut-on comprendre qu'à ce jour, aucun agent certifié du ministère de l'eau et de l'énergie avec des entreprises n'est pensé décrier les effets de l'utilisation de ce type d'ouvrage non réglementaire? Vous avez des forages à l'eau qui sent. Vous avez des forages qui ressortent de la boue. Vous avez des populations qui consomment une eau à des moments jaunâtres. Ça, c'est dans les quartiers Ndokpassi. Est-ce que ceux-mêmes qui font construire ces forages, juste parce qu'ils ont acheté une pompe, ont-ils la maîtrise des techniques d'assainissement? Comment comprendre ce non-respect de distance entre deux forages et une fosse septique qui entraîne de fait des contaminations, comme on peut le voir du côté de Bepanda, comme on peut le voir du côté de Mabanda et dans une certaine partie de Antrebi et même, on va le dire, Anté-Carrière. Beaucoup de forages ont des eaux polluées par la matière fécale et pourtant les habitants continuent de l'utiliser. Quel est l'organe chargé de donner les autorisations de construction de ces différents forages? Comment donc comprendre que les différents forages sont utilisés dès le creusage des puits sans que des analyses ne soient faites pour voir si les paramètres n'ont pas changé? Que dire de la profondeur d'un forage? Ou alors mieux, comment faire la différence entre un simple puits et un forage? Telles peuvent être les questions qu'on ne cesse de se poser. Savez-vous que les forages de la ville de Douala sont soumis à une terrible pollution, eu égard à l'environnement, à la perméabilité du sol et à la profondeur de captage? Savez-vous que certains eaux de forage ont un goût bizarre, mais trop apprécié des habitués, à l'exception de quelques forages des grandes entreprises réalisés par les professionnels qui explorent de grandes profondeurs? Les autres de faible profondeur réalisés par des amateurs captent des eaux polluées. À Bepanda comme à Nebel, l'eau du puits forage reste indispensable pour se laver, faire la cuisine, la lessive. Le quartier verse une petite contribution pour financer son entretien, mais cette eau non potable provoque souvent des maladies, maux de ventre, abîmes. Que dire? Laisser les forages continuer à exercer sans avoir la maintenance adéquate, tout simplement parce qu'on verse quelques gouttes d'eau? Est-ce des puits? Ou alors? Quelqu'un avait dit dans l'une de ses leçons inaugurales, écrire l'Afrique à partir d'une faille. Et je pourrais dire parler de l'Afrique à partir d'une faille, évoquer un sujet à partir d'une faille. Parce que la faille dans ce pays est justement que l'accès à l'eau potable est un réel souci. Là où on aurait pensé que l'État mettrait en place toutes les batteries de mesures pour s'assurer que les populations puissent avoir accès à l'eau potable, il y a une démission totale. C'est pourquoi il y a cette prolifération des forages et on se pose une seule question.
comment se réglemente, comment est réglementé les forages au Cameroun et comment on fait appliquer ces mesures-là à tous ceux qui creusent des forages. Ce qui est certain, c'est que on ne peut que être au regret de constater, c'est un constat, que les Camerounais meurent de maladies hydriques, de maladies dues à la consommation d'une mauvaise eau. Donc, sur la base de cela, on va établir cette vérité. Alors, Bombok, on se demande vraiment comment on a pu se laisser emporter dans une affaire comme ça, alors que le pays que nous avons, le Cameroun, le pays qu'on a hérité de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, est un pays béni avec des cours d'eau à foison, avec une nappe phréatique, l'une des plus fortes, deuxième du continent. C'est quand même un paradoxe, non? Oui, absolument, un très grand paradoxe. Et j'ai cité à l'entame de l'émission la commission technique de réhabilitation des entreprises. Là. En réalité, voilà une structure qui nous a amené, qui a contribué à nous amener vers l'assèchement. En fait, l'assèchement, non, la pollution de l'eau, parce qu'il y a quand même l'eau, mais c'est pollué. C'est pollué. Et dans ce pays, on n'a pas l'habitude, j'allais dire, d'apprécier ces enfants. Quand j'ai lu dernièrement ceux qui sont élus, ont été élus ou désignés, je ne sais pas le terme approprié, à la mairie de Douala, j'ai lu un nom, je pense un monsieur Ndjitoua. Voilà l'un spécialiste, parce qu'il faut aussi dire des choses comme elles sont. Voilà un bonhomme, il est aujourd'hui, je pense, deuxième adjoint au maire, qui était titulaire d'une chaire dans une université française, spécialiste de l'eau. Le drame, justement, dans ce pays, c'est qu'on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas suivi. Bon, mais maintenant, sa désignation comme adjoint au maire, est-ce une récompense? J'imagine, et je souhaite qu'il en ait une. Parce que là, au moins, si on l'écoute, et aujourd'hui, avec les processus de décentralisation, il ne m'a pas demandé de parler de lui. Mais en tant qu'autorité traditionnelle, j'ai aussi la charge j'allais dire, de faire la promotion de mes enfants. Juste rappeler que le maire de la ville, Bassa Diné, a promis 500 bonnes fontaines à Douala. Et il a les moyens. Parce que 500 bonnes fontaines. Parce que le doyen, le deuxième adjoint, je pense, M. Ndjitoua, il en a l'expertise. Je dis bien, il en a l'expertise. Je ne peux pas comprendre que lui, il a fait boire de l'eau propre potable aux Français et qu'il ne puisse pas le faire ici. Au Camerounais. Donc, oui, au Camerounais. Donc, justement, ce que Charles Hamel a dit, je pense que c'est d'ailleurs lui, une des équipes à l'époque où j'étais journaliste reporter. Il n'y a que, parce que ça aussi il faut le dire, il n'y a que des entreprises brassicoles qui détiennent des forages. Le reste, c'est des puits. Le reste que vous appelez forage là, ce sont des puits. Vous les appelez forage parce que quelqu'un a mis un dispositif technique où on sort un robinet. C'est ça la seule différence, c'est que dans le puits où nous on jette l'eau, le seau, on tire. Mais c'est la même chose, j'ai dit, et Charles Hamel a très bien fait de le relever, pas d'aménagement, on ne peut pas savoir si cette eau est potable ou pas. C'est des puits, c'est des simples puits. D'ailleurs, c'est la profondeur, justement. Si vous voulez de l'eau de forage, allez là où, et ça aussi, cette attitude des entreprises brassicoles qui ont laissé que la population puisse tirer de l'eau, il faut saluer cette attitude. Je pense que sinon, la population Douala serait morte déjà peut-être même de moitié. Donc ça, ces forages-là n'ont pas raison d'être appelés forages. C'est des puits, vous avez dit. C'est des puits. Oui. Et ça fait mal, ça choque. Il faut le dire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des puits. Voilà. C'est des puits. Et disons que M. Mbassa a dit, mais voilà, il avait même travaillé dans la planification. Quand vous entendez parler de quartier Nilon, il a été avec un de ses amis qui était sous-directeur de la maïture à l'époque, Elon Mbassi, Jean-Pierre. Je pense que les deux là, Mbassa Diné, Ndjitoua, ils vont vraiment faire appel à un certain Elon. Je pense qu'il est en train de prendre la retraite là où il est, pour aider le Cameroun à boire de l'eau propre. Du moins la ville de Douala. Voilà, au moins en commençant par la ville de Douala et l'assainissement et l'eau propre. Tout à fait. Sinon, doubler au coronavirus, bon, ce sera compliqué. Voilà. Donc, pour ceux qui doivent nous écouter ce matin et qui doivent dire, donc moi je bois l'eau du puits. Oui, vous buvez l'eau du puits. C'est l'eau du puits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est difficile, c'est choquant, c'est brutal.
brutalisme d'Achille Bembe. C'est brutal à entendre, mais c'est la réalité. On n'y peut rien. Vous buvez l'eau du puits, donc vous ne direz pas que vous buvez l'eau de la fontaine ou autre chose. Vous buvez l'eau du puits. C'est pas parce que ça coule d'une fontaine que c'est pas l'eau du puits. Voilà. Dominique Audrey. C'est ahurissant de l'entendre ce matin parce que tous au moins une fois dans sa vie, on a bu de cette eau. Ça fait froid dans le dos. Donc finalement, on a réduit les Camerounais à boire de l'eau du puits, malheureusement. Et il y a de quoi donner un accès de colère, un peu de folie même aux personnes qui nous écoutent ce matin. Je crois qu'il y a quelques années, on annonçait 800 forages dans 8 régions du Cameroun. 2016. 3000. Non, il y avait d'abord le plan de 800, de 100 par région, d'abord. Où en est-on? En 2016, M. Atangnakouna avait parlé de 3000 forages dans le septentrion du Cameroun. Non, le chef de l'État lui avait d'abord promis 5 000. C'est le chef de l'État d'abord. Voilà. 5 000 d'abord pour l'extrême nord. Donc, C'était 2010. il n'y en a pas. Conséquence, on trouve des Camerounais qui se débrouillent à chercher de l'eau du puits à boire, dans un pays où, normalement, on doit nous donner ne serait-ce que de l'eau à boire. Comment on fait donc pour résorber certaines maladies? Voilà les conclusions. Non, et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent rien nous dire sur le choléra. On n'a pas d'eau, on boit l'eau du puits. Conséquence, on a des toilettes qui sont creusées juste à côté. Ça communique. Absolument. On a de l'eau avec des sous-marins. Nous buvons juste. Si on ne boit pas comme ça, on fait comment? Si vous allez à Kaélé, si vous allez à Bafoussam, si vous allez à Yaoundé, Douala, quand les robinets ne sont pas rouillés, vous avez fait des mois sans eau. Quand les tuyaux ne sont pas cassés, il faut parcourir des kilomètres au risque de votre vie pour avoir de l'eau. Je pense que, honnêtement, sérieusement, ça doit changer. Le ministère en charge de l'eau et de l'énergie, s'il ne nous donne pas l'électricité, qu'il nous donne au moins de l'eau à boire. Parce que l'électricité, on peut encore, mais de l'eau, non. Arrêtez de laisser les gens boire de l'eau du puits. Vraiment. D'accord. Donc, malheureusement, on est en plein dedans, Karine Sontia. Oui, on est gravement dedans. Et ça me fait très très mal de savoir qu'en fait, tout ce que je consomme chaque jour, c'est de l'eau du puits. Ça fait mal. C'est un choc brutal, n'est-ce pas? C'est lorsque Mbomborgla dit... Le brutalisme à la Achille. Lorsque Charlamel le disait, bon, c'était dans la chronique, mais lorsque Mbomborgla a repris, j'ai eu l'impression qu'en fait, je me réveille d'un sommeil très très long. Oui, d'une léthargie. Grave. Qu'il est en train de déstabiliser en fait, vos certitudes. En fait, parce que Voilà. nous savons au quotidien qu'il y a plusieurs types de forages. Ouais. Il y a les dons des hommes politiques sur lesquels on vient marquer leur nom. C'est ça. On sait aussi qu'il y a des forages de bénévoles, tels que les bienfaiteurs qui viennent souvent le faire, bon, qui sont parfois des hommes politiques. On a les dons liés aux coopérations bi- et multilatérales avec lesquelles le Cameroun entretient on ne sait pas trop ce que ça donne à la fin, mais on a aussi des forages personnels, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste chez lui, il n'a pas envie d'aller chaque jour faire du bruit à notre société de distribution d'eau. Il décide de mettre sur pied son forage et parfois il distribue au quartier. Nous on boit ça, on pense que en fait c'est de l'eau potable et pourtant c'est de l'eau du puits. Pas forcément, hein. Maintenant, il y a aussi ces forages-là qui sont les dons des responsabilités sociétales des entreprises. Que oui, on vient de nous dire qu'en fait, c'est ça qui constitue les vrais forages. Mais combien de quartiers à Douala ont des entreprises qui nous donnent ce genre d'eau? On a une zone industrielle au Cameroun, c'est facile d'en trouver là-bas. Mais en dehors de là-bas, vous faites comment pour avoir de l'eau potable? Donc, en fait, tout ce que nous buvons tous les jours, c'est de l'eau du puits. Et peut-être qu'on ne l'a pas bien dit, c'est un problème. C'est un problème. Les maladies hydriques sont les graves problèmes des sociétés tropicales. Parce qu'en fait, nous vivons en permanence avec des microbes, des bactéries, en fait, de la saleté. C'est comme si, en fait, nous entretenions la saleté et le gouvernement nous aide aussi à entretenir cette saleté. Déjà qu'on n'arrive même pas à nous débarrasser des ordures ménagères, combien de fois alors cette eau que nous demandons, ce liquide précieux qui nous permet de vivre, de survivre, parce qu'on nous dit que l'eau c'est la vie. Donnez-nous d'abord la vie, parce qu'aujourd'hui on nous parle du coronavirus, il faut bien se laver les mains. On va pas se laver les mains avec de l'eau souillée aussi, on va se laver des mains normalement avec de l'eau qui est capable d'être bue. Mais on fait comment? On n'a pas de l'eau capable d'être bue. Voilà, vous rajoutez encore de l'inquiétude à l'inquiétude avec votre affaire, Karine Sontia. Monsieur Bachou, qu'est-ce qui se passe là, dans cette affaire? Il se passe qu'on est dans
dans la matrice d'un projet d'assassinat collectif, c'est tout. Il n'y a pas de choses, nous sommes dans cette matrice, très simplement. Je vous coupe. Il avait fait une chronique ici quand il s'insurgeait contre la défunte Kamwata. Non. Scanwata. Oui. Donc c'est vraiment un projet d'assassinat. Vous allez vous rendre compte, je vous prends zone par zone. À Dakar, l'eau des forages qui sort à Dakar est verdâtre. Je vous dis Dakar, vous allez là maintenant, l'eau qui sort des forages là-bas est verdâtre. D'où peut être allé, qu'est-ce qui peut être en profondeur, sortir cette eau verdâtre? Allez voir, vous allez vous rendre compte. Lorsque vous descendez plus dans la zone, monsieur Rifo Poussine, donc Passy, Cité des Palmiers, Mabanda, l'eau que vous consommez a du chlore. Elle a du chlore, le chlore qui est toxique pour l'organisme. Simplement les métaux et les minéraux qui sont contenus, il n'y a pas que cette pollution, il y a aussi des minéraux, c'est toxique. Les gens consomment de l'eau avec du chlore. Oui, c'est parce qu'ils ont le forage. Qu'est-ce qu'on leur a proposé de mieux? Rien. Rien. Et oui, ceux qui ont le forage sont obligés de le lever au lent. À défaut de ça, la pression va faire exploser. L'eau doit couler. C'est là aussi le bonheur que Dieu a fait, l'eau gratuite. Vous avez donc des gens qui viennent puiser de l'eau. Vous avez dans la zone, monsieur Eric Fopoussi, de Nebel. La zone de Nebel, vous remontez dans une certaine partie de Bonapriso, toutes ces petites zones en descendant, vous avez des odeurs fétides dans l'eau. C'est-à-dire lorsque vous consommez l'eau, vous avez des odeurs fétides qui sortent de l'eau. Bon, les gens disent, non, je le dis parce que ce n'est pas une affaire qu'on dit. Moi-même, j'ai essayé d'observer, je me suis rendu compte que les populations consomment des choses souillées. Qui construit ces puits, vous allez voir, il y a des Crésiens, des gars qui viennent du Niger. Ils sont nombreux, là, ils ont une petite association à Bonaloka. Ce sont eux qu'on appelle. Ils viennent, ils creusent. Vous avez le propriétaire qui... Tu as vu l'eau? Oui. Creuse encore un peu. Et creuse. Tu vois l'eau? Oui, ça va. Sortons d'abord le reste là. On laisse ça se remplir. Il fait venir le spécialiste qui lance ou c'est la moto pompe ou c'est quoi à l'intérieur. Ça commence à pomper. Donc voilà comment un peu les gens se retrouvent. Quelque temps, on ouvre, on verse un peu de l'eau de Javel, l'eau javelise. Est-ce que l'eau de Javel seule peut résoudre le problème? Telle peut être la question qu'on a appelé à se poser. Pourquoi est-ce qu'on a un ministère qui est arrivé à ce niveau d'abandonner littéralement les populations? Vous avez toute la zone d'Oyak, c'est l'eau du puits. À Oyak, ce qui nous rend Oyak, quartier Bamenda, Sokato, c'est l'eau du puits, je le cite ici, c'est l'eau du puits que les gens boivent dans ces différents quartiers. Donc je ne suis pas surpris que Mbambo confirme que c'est l'eau du puits. Oui, c'est l'eau du puits. Très peu sont des personnes qui ont fait venir des entreprises pour pouvoir créer le forage. Or, on peut donner la latitude aux gens, comme on a libéralisé. Vous êtes fait dans un quartier, vous cotisez, je ne sais pas moi, 2-3 millions. Chacun cotise, vous cotisez, vous faites venir, on creuse un forage de bonne qualité. Vous permettront d'avoir de l'eau, pour avoir de l'eau de bonne qualité. Conséquence, essayez d'évaluer aujourd'hui dans les différents hôpitaux, vous allez vous rendre compte que les maladies hydriques battent le record en termes de décès, plus que le paludisme et tout. Mais ça, on ne peut pas le mettre dehors. Tout à fait. Dysenterie amébienne, choléra et fièvre typhoïde. C'est malheureux. Allez imaginer, lorsque vous voyagez, vous prenez ici pour partir dans le sud-ouest. Lorsque vous sortez d'ici pour aller dans le Mungo, vous allez voir des sociétés, des sachets d'eau, des sociétés fantômes. Demandez-vous comment ils font ça. Ça veut l'eau de forage, qu'on emballe ça. Ça veut le forage, oui, je dis, lorsque vous sortez, vous allez voir la qualité même du papier. Je dis, quand vous sortez de droit là, au niveau des péages, des différents péages, en allant dans le sud-ouest et tout, vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens qui vont dans les gobelins, il faut se poser des questions sur cela. On vous dit, c'est l'eau de forage. Alors, j'aimerais quand même, pour terminer cette partie de l'émission, la première, j'ai 3-4 questions qui pourraient aussi bousculer vos certitudes, vous qui le regardez, madame, monsieur. Est-ce que, comme on nous l'a appris à l'école primaire, est-ce qu'une eau potable, c'est-à-dire une eau qui ne cause pas un danger à la consommation de l'être humain, est-ce qu'une eau qui est limpide est forcément inoffensive pour l'homme? Est-ce qu'une eau qui est sans saveur est forcément inoffensive pour l'homme? Est-ce qu'une eau qui est inodore est forcément inoffensive pour l'homme? Je vous pose toutes ces questions pour qu'on essaie de comprendre de quoi on parle finalement. Madame, monsieur, on va s'arrêter là. On se retrouve dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Deuxième partie de cette émission 10-12, le Zénith de ce mardi 17 mars 2020. Nous sommes avec vous jusqu'à 12h encore. On va continuer à évoquer des sujets et d'autres, des sujets parfois passionnants, inquiétants, qui, on le sait, bousculent vos certitudes. Alors, Karine, on se tourne vers vous. Oui, un message de Canavaro et sa mère Senga qui nous écrit: je ne suis pas d'accord avec vos propos pour de l'eau du forage. La preuve démontre que c'est l'eau la plus potable puisque même de l'eau minérale vient du forage. Quelle preuve? Oui, l'eau minérale c'est traité. Comment vous pouvez donc, vous avez vos moyens, vous creusez votre forage à la maison, vous mesurez comment le flore et tous ces éléments, les minéraux qui sont à l'intérieur. Bon, c'est hallucinant ça. Et c'est pour ça que les questions étaient très bonnes. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que vous savez, l'agent microbien qui va vous êtes fatal dans l'eau qui est claire là n'est pas visible à l'œil nu. Je veux dire que c'est ce qu'on nous a appris. Je veux dire, c'est vraiment élémentaire ça. C'est vraiment élémentaire. C'est au microscope qu'on voit les bactéries, les microbes et tout le reste là. Donc, une eau peut être claire, mon Dieu, limpide. Vous pensez que c'est bon, mais pourtant l'agent, le poison qui est à l'intérieur, qui va vous tuer, vous pouvez le voir avec le chlore, est-ce que le chlore est visible? Par exemple. Le chlore, simplement. Voilà. Karine. Vraiment, ce pays. Et je rappelle aussi que l'eau de forage n'est pas potable, elle est juste filtrée par le sol pour fabriquer la nappe phréatique. Absolument. Donc il faut donc minéraliser par des produits. Calcium 89,3 mg par litre, il faut que ce soit respecté ça. Voilà. Magnésium 8,6, sodium 19,2, potassium 3,0, chlorure 31,1, sulfate 53,6, bicarbonate 243, fluor. Non, c'est pour vous. Non. Attention. Vous savez, tout à l'heure on parlait on parlait de la Bible comme référence pour des milliards de gens. Il y a un passage, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous enfrichira. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut dire aux gens de quoi il s'agit, parce que beaucoup font ça de bonne foi en pensant que oui, parce que beaucoup, il ne faut pas souvent vouloir aux personnes. Hein. Les personnes peuvent être violentes par ignorance. La faute aux responsables des différents ministères en charge de l'eau. C'est à eux que incombe la tâche, M. Eric Fopoussi, de donner des procédés de minéralisation, puisque vous parlez de l'eau. Oui. Lorsque vous avez un forage dans un quartier, au lieu que cette eau soit verdâtre, il faut qu'on prélève cette eau, qu'on fasse une analyse. Et vous savez, vous savez que, je vais vous dire, à Dakar, par exemple, c'est par maison. C'est-à-dire par maison, les gens cotisent 2000 francs CFA lorsqu'on dit la maintenance. Il faut maintenir, assurer le forage. C'est le prix. Donc, il faut cotiser 2000. Les 2000 francs sont récupérés par le monsieur qui achète un peu d'eau de Javel. Il verse à l'intérieur. Le tour est joué. Venez vous servir. D'un archaïsme et d'un barbarisme. Pourtant, même ce forage-là arrive un moment où il faut vidanger. Absolument. Il faut faire la maintenance de l'intérieur. Les services techniques, parce qu'ils ont des services d'hygiène là-bas, ils vont répertorier ceux qui ont des forages, venir mesurer dans ce pH. Donc, faut faire tout à fait, et toutes ces composantes là aussi. Hein. Puisque visiblement, les personnes, le ministère en charge de l'octroi de l'eau aux citoyens camerounais n'arrive pas à jouer ce rôle-là. Pourquoi ne pas se rapprocher de toutes les personnes qui le font devant leur maison et à les accompagner, puisque vous ne pouvez pas nous donner de l'eau? Pourquoi ne pas encadrer les personnes qui donnent? Pourquoi ne même pas favoriser, multiplier les forages dans les quartiers, puisqu'on n'a pas d'eau qui nous vient du robinet? Pourquoi? D'accord. Vous parlez comme ça pour le cas d'un pays à peu près normal. À peu près. Mais pour le Cameroun, l'agent qui va arriver va vous dire: on fait comment? Non, mon frère. On attend. Là-dedans, c'est comme voilà. C'est le camerounisme qu'on connaît tous. Parce que un jour, vous allez vous lever ici, vous allez apprendre que toute une famille est décédée dans une maison. Parce que l'eau qui est provenue, c'est-à-dire vous parlez de la filtration dans le sol, la filtration d'un mauvais minerai, la maison va consommer cette eau, tout le monde ne va pas se lever le matin, on va dire qu'il est empoisonné, y a-t-il des gaz, alors que ça ne vient pas de loin, ça vient de la qualité de l'eau du puits.
Et pas de forage. Notons que c'est un grand enjeu pour nos pays en termes de politique publique, parce que notons quand même que nous tenons encore parce que nous avons une population jeune. Nous avons une démographie. Nous avons une démographie que le monde nous envie. C'est pourquoi on tient encore. Attention, si on commence les décimations par l'eau, Auguste Comte disait que la démographie, c'est le pouvoir. Ce que vous oubliez, c'est que le choc que vous avez, M. Eric Fopoussi, quand vous avez 10, 15, 20 ans, ce même choc va se réveiller. Va se lever à 40, va se lever à 50 ans. Vous avez eu un choc, vous avez eu mal parce que vous êtes jeune, l'eau se remet, vous me mentionnez, à 20, à 30, à 50 ans, vous ressentez un mal qui vient dans la même partie, vous vous plaignez. C'est comme ça revient toujours. Donc ne pensez pas que comme on voit l'accumulation du chlore. Si, parce qu'on est jeune aujourd'hui, ça résiste. Quand vous aurez 45, 50 ans, ça va revenir. Et ça va vous prendre, monsieur. Tout à fait. En tout cas, donc, ne jouons pas sur l'argument jeune. L'argument jeune peut être fatal lorsqu'on va traverser. Monsieur, il faut pousser les 45, 50 ans parce qu'on va vieillir. Vraiment, ce pays, en 2020, l'eau est encore une denrée rare dans un pays qui n'arrive pas à terminer un stade de 300 milliards. Sachant que l'eau, c'est la vie. On peut dire qu'au Cameroun, on survit. Dans un pays normal, on devrait se servir de ce genre de chronique pour faire bouger les choses. Malheureusement, il faut vous dire qu'on est en train de nous insulter. Il y a quelque part, parce qu'on dit que nous noircis le Cameroun et que nous ne voyons que ce qui est mauvais au Cameroun. Ce qui est bien, on ne voit pas. On ne voit pas les robinets de la Camoite qui toussent l'air, qui crache l'air là, qui nous sort l'eau boueuse. D'accord. Voilà, malheureusement. Mais au moins, on peut évidemment apprécier la majorité des Camerounais qui n'ont pas d'œillères, qui sont encore lucides, qui voient très bien et qui reconnaissent qu'évidemment, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas des gens comme nous autres qui sont qui sont aux avant-gardes, qui sont des sentinelles pour que le pays avance. Oui, si nous donnons la chèvre au village une fois, on donne l'argent à l'église tous les dimanches, en 30 ans, ça fait combien de chèvres? Question posée. Jean-Marie Tonia. Sauf que la chèvre dont on parle n'est pas l'animal physique. La chèvre dont on parle, pour faire un rituel, on n'a pas besoin de toute une chèvre. On peut prendre un morceau, ça peut être une partie du cou, ça peut être la queue, ça peut être la tête. Pardon? On vend le morceau de chèvre. Vous ne savez pas qu'on vend les morceaux de chèvre? Pour faire les... Même ça, c'est un chèvre en entier. Combien d'argent vous donnez à l'église? On donne combien à l'église par messe? Beaucoup d'argent. Ça fait au moins des troupeaux de chèvres. Les deniers de culte, il y a beaucoup de choses, vous savez. Il y a les cotisations spéciales. La fête des récoltes. Et il y a des églises où on fait la cotisation spéciale, un poteau. Il faut 17 poteaux pour la réflexion de l'église. Vous oubliez que même dans nos traditions, il y a des gens qui arnaquent. Dans quelle cotisation? On fait quelle cotisation? C'est pas une affaire de cotisation. Si vous allez chez un traiteur, il vous traite aujourd'hui, il ne vous traite pas correctement pour revenir la semaine prochaine. Mais monsieur Mathieu, ne nous empêchez pas aussi de penser. Nous, on parle de la constitution du temple. Pareil. Je prends la constitution du temple. Dans les lieux sacrés, il faut aménager. Chalamel, ce que Karine Sontia veut dire en quelques mots, c'est que on n'est jamais tout noir et on n'est jamais tout blanc. Il existe. Il existe. C'est clair. Voilà, bon. Il y a des traditionnels qui sont tout blancs. Vous cherchez des Vous êtes combien? C'est pas une affaire de chercher. C'est ce que vous connaissez que vous faites. Parce que vous faites la confusion entre les marabouts charlatans et les traditionnalistes. Vous ne nous avez jamais enseigné la différence. Mais vous ne voulez pas parce que vous allez à l'église. C'est ça aussi qu'on reproche à notre tradition. Ce qui est universel, le maintien des lieux, l'entretien des lieux sacrés n'a jamais demandé de l'argent pour aller défricher, aménager les lieux sacrés, filtrer les sources et tout, n'a jamais demandé de l'argent. On ne prend de l'argent à personne pour aménager ce qui est sacré. Contrairement, nous on est dans l'universel et elle nous parle des cas individuels. Ça, c'est les exceptions. Vous avez des fois, on ne traite pas d'un marabout. Vous nous amenez sur notre terrain. Merci. Non, mais monsieur Bachou, madame Sontia, merci beaucoup à vous. On va s'arrêter là pour cet échange et rapidement, madame, monsieur, avec vous, prendre la revue des réseaux sociaux pour ce matin.
Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, 3 sujets nous intéressent ce matin. Premièrement, le coronavirus, encore et encore, suspension des enseignements en présentiel dans les amphis 1003, 1001, 701, 700, 501, 500, 300 et 250 dans les salles ayant une capacité d'accueil allant de 150 à 100 étudiants à l'université de Yaoundé 1. Ceci pour une période allant du 17 mars au 13 avril. Cette date pourrait être prorogée en cas de nécessité. Ça, c'est signé le recteur de l'université de Yaoundé. On va dire que ça s'est tenu. Cette décision a été prise hier après un conseil avec plusieurs responsables de l'université de Yaoundé 1. On peut noter par là les chefs de département, les chefs de division et autres, même les spécialistes aussi, les épidémiologues, les sociologues, anthropologues. Vous voyez à quel point est-ce que le coronavirus intéresse tous les secteurs d'activité. Mais jusqu'ici, notre ministre des Sports nous dit clairement que le Cameroun, il est prêt. Alors, ce débat sur le coronavirus commence vraiment à être un peu gênant parce que, évidemment, on voit très bien que le Cameroun, dans sa réponse, pour utiliser un terme cher au docteur Malachi, le ministre de la Santé publique, la riposte, on l'a dit, elle est là. Nous sommes d'accord que la riposte, elle est là. Mais sauf que nous ne sommes pas des prêts à penser au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas des prêts à penser. Les gens ne doivent pas s'asseoir, prendre des décisions et penser que nous allons voir ça sans y opposer, sans les passer au crible de la raison. Non, mais attention, parce que ce qui se passe actuellement est très dangereux. Pourquoi? D'ailleurs, c'est pourquoi, ce matin à 10h, il y a une réunion que le Premier ministre a convoquée dans ses services, une réunion dite de crise. Réunion de crise. Le mot crise a été employé. Donc, ça veut dire qu'il y a une crise. Et lorsqu'il y a une crise, il y a une réponse à la crise. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a un ministre de la Santé qui était au four et au charbon, qui était sur toutes les places, et qu'il y avait derrière d'autres composantes qui avaient un discours. Le MINRES a fait sa part de communiquer sur les visas d'entrée au Cameroun avec le test du Covid-19. On a eu le secrétaire général de la présidence qui a eu sa part de communiquer sur les exportations de masques de protection. On a également eu le ministre des Sports qui lui a dit que pour le Chan, pas de souci, on peut faire ça parce que le Cameroun a les moyens de lutter contre le Covid-19. D'accord, soit. On a le ministre de la Santé qui lui a dit que les 2 vols Air France et SN Bruxelles qui sont arrivés au Cameroun ceux qui étaient dans ces vols doivent respecter un confinement de 14 jours mis en quarantaine. Ça a été respecté par tout le monde. Question qu'on se pose. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cacophonie dans la communication, dans la maîtrise de la crise de cette affaire. Et le dire n'est pas ne pas être patriote. On le précise encore. L'autre question, c'est quoi? C'est que beaucoup disent que nous on prend l'exemple en France et que nous pensons que le gouvernement camerounais doit agir comme la France. Non, ils n'ont pas compris le débat. Si les Français avaient su un temps soit peu, et là c'est leur faute à eux, que le coronavirus aurait eu une telle ampleur, les mesures qu'ils prennent aujourd'hui, ils les auraient pris dès le départ. Parce que imaginez, vous pensez qu'un Chinois qui débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec les contrôles interminables que nous avons là-bas, avec des lignes interminables pour les passeports et autres choses là, dès qu'il éternue ou qu'il tousse, vous imaginez le nombre de personnes que ça prend et comment ça se propage. Donc attention, c'est pas la blague. Quand on parle de coronavirus, ce n'est pas une blague. C'est pas que de rester à l'aéroport avec des appareils thermiques pour mesurer les températures. Non, ça va au-delà de ça parce que ceux qui vont passer les mailles de filet vont se retrouver dans la société avec tout le monde et malheureusement vont transmettre l'affaire. Je voudrais quand même rappeler ici que vous avez des dispositions du code pénal camerounais, loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016, l'article 260, allez chercher code pénal camerounais, qui parle des maladies contagieuses. Alinéa 1, c'est intéressant, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, celui qui par sa conduite facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. C'est le code pénal camerounais qui dit ça, c'est pas Equinox. Code pénal camerounais qui dit ça. Oui, 260. Celui qui par sa conduite. Donc, les Camerounais doivent savoir qu'il y a une façon d'être.
lorsqu'on est face à une telle pandémie qui touche tout le monde entier. Maintenant, à chacun de faire son affaire. Bon, sur cette question, on sait que depuis hier, les gens s'affairent pour critiquer les mesures gouvernementales. Le quotidien Le Jour ce matin ose le titre « Coronavirus, ils s'en foutent ». Justement, moi je suis d'accord avec nos confrères de Le Jour. Ils s'en foutent. Sinon, je m'en tiens à ce que vous dites. Cette disposition de code pénal, je souhaite seulement que le député Cavaillé Dibri ne soit pas infecté. Voilà. Sinon, je vais demander que cette disposition de code pénal lui soit inculpée. Non, et on va enlever ça. On avait enlevé pour... Oui, on l'a enlevé pour les tons de coton et autres. Ce ne sera pas la première, on va lever. Non, il faut dire quand même que le ministre Manaouda, moi je pense qu'il se bat comme un diable pour essayer de faire des limites. Je veux dire, on l'a abandonné, le projet. C'est-à-dire, on lui dit, voilà une patate chaude, débrouille-toi. Ils ne sont pas. Même cette mesure où vous venez de nous apprendre que le Premier ministre va tenir une réunion, bon, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et je pense que Charles Lambert m'interpellait encore hier. Ça, c'est un problème de sécurité nationale. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est le président de la République qui vient en premier. Ça, c'est les forces de défense et de sécurité là. Parce que, il faut d'abord qu'on se rappelle qu'en matière de développement technologique, technique, médical, tout dans le monde, il faudrait que les forces de défense et de sécurité puissent d'abord maîtriser ce qui se passe avant que ces nouvelles découvertes ne soient propagées pour le grand public. Parce que sinon, on risquera d'attenter au chef de l'État, de violer ses lignes téléphoniques, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cette raison que hier, vous avez écouté le président Macron, il a parlé de 4 fois, il a utilisé 4 fois le mot guerre. Nous sommes en guerre. En période de guerre, c'est le chef des armées qui doit donc procéder par la déconcentration et par la permanence. Donc le ministre de la Santé publique vient seulement pour opérationnaliser. En disant par exemple, nous avons 360 arrondissements. Moi, j'ai dans mon fichier 350 hôpitaux de district. J'ai 8 hôpitaux de référence. J'ai 2000 centres de santé intégrés. J'ai tant nombre de médecins spécialistes, ils donnent des spécialités. J'ai 8000. Bon, voilà. Si un cas arrive à Betaro Oya, quelle instruction on a donné au délégué régional de l'Est? Si ça arrive à Kayele, c'est comment disposition? En fait, le Manaouda se laisse seulement là en train d'appliquer les mesures qui ont été prises. Oui. Et le ministre même qu'on devait voir en front office, c'est pas lui. Le drame, justement, c'est encore Paul Atangandji. C'est ici que moi j'aimerais... C'est là qu'il a attendu. Hein? Oui, Paul Atangandji pour 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'il a la charge du département de la protection civile. Deuxièmement, et là, le décret lui donne aussi la charge d'être secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Donc, en fait, c'est lui qui doit être en front office. Peut-être que quand il parle, il peut avoir le ministre de la Santé publique à côté, le ministre de la Communication, les chefs scientifiques et tout. Donc, les mesures du professeur Soso, je pense que c'est un médecin qui a réagi. Il dit, je suis un médecin, c'est pas possible. Il sait sûrement... Mais c'est une réaction isolée. Voilà, c'est une réaction isolée. Donc, moi, je l'apprécie, mais je pense quand même qu'il a envoyé un message à son tuteur, qui est le ministre Famen Ndongo, qui aurait dû répandre cette mesure à toutes les universités, non seulement les 8 universités d'État, mais toutes les universités même privées. Mais aussi cantonner ça avec d'autres ministères, parce que vous empêchez aux étudiants de ne pas être au campus, ils vont être où? Voilà. Ils vont être... Comment vous les gérez? Les boîtes de nuit sont là. Comment vous assurez qu'ils sont chez eux en ce moment-là? Ils sont peut-être à soi. S'ils vont rencontrer leurs camarades à soi ou dans des autres universités catholiques ou tout ça. Et connaissant comment les Camerounais sont oisifs, voilà. Ce week-end, vous avez les gens qui organisaient des cérémonies, des parties à Kribi, tout ça. Les gars vont profiter pour aller Non, il y a une affaire. Quand on parle d'un pays, c'est un tout. Vraiment, permettez-moi. Ce n'est pas une affaire où chacun de son côté prend une mesure. Quand on parle de coordination, de symphonie, c'est comme un orchestre.
Absolument. Le batteur sur sa partition, la guitare sous la guitare basse, que la musique soit homogène. Pour qu'elle soit homogène. Mais chacun de son côté donne sa part et on voit que ça part partout. C'est donc ici qu'on devait voir ce que le chef de l'État appelle lui-même la coordination de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que le recteur Soso, en plus d'avoir pris ces mesures, et des autres collègues, devrait pu nous dire, avec mon collègue, avec le ministre de la recherche scientifique, qui a la cellule de promotion des recherches du développement de pharmacopées traditionnelles. Regardez même comment ils appellent ça, pharmacopées traditionnelles. Ils oublient que même les remèdes que nous vendons là, c'est une tradition. Mais bon, ils appellent ça la cellule de développement de la pharmacopée traditionnelle. Tout à fait. Et l'OCUS, nous-mêmes, nous sommes en train de prendre des mesures. C'est comme ça que vous nous posez la question là hier. Est-ce que ces mesures vont servir au Cameroun? Ça devrait donc nous servir. Est-ce que nous avons les CHU? Apparemment, il y a un CHU à Yaoundé, mais il devrait en avoir beaucoup. Donc, que cette cellule de promotion qui est au ministère de la Recherche scientifique, avec la sous-direction de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé, plus les CHU et les facultés de médecine devaient déjà être en action. Mais également, l'armée. Les garnisons militaires, comment s'organisent-ils? Voilà comment c'est qu'on aurait pu attendre pour que maintenant, au sortir de la réunion du Premier ministre, qu'ils nous disent que non, vous aimez Dieu, je sais, le Cameroun est un pays laïque, mais les dimanches là, essayez, n'allez plus à l'église. Vendredi et dimanche, essayez vraiment rester à la maison. Oui, absolument. Oui, mais nous sommes même en période de carême. Plus quoi de raison, on va même prier Jésus à la maison. Ce sera même plus loyal comme ça. Donc, oui, on gêne à la maison et tout. Donc, les mesures de recteur Soso, moi je les apprécie. Il ne faut pas que ce soit, comme vous avez dit, des mesures individuelles, isolées. Sinon les conséquences seront encore plus désastreuses. Ce sera contre-productif. Absolument. Ça veut dire de laisser autant d'étudiants. Voilà. Un aîné me disait encore que quand il entend le mot mesure... Quel étudiant resterait chez lui? Non, il avait dit que quand il entend le mot mesure, on a pris la mesure. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé mais, on a l'impression que ce pays... Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur a dû faire ce qu'on appelle instaurer une amende de 138 € pour ceux qui sortent. On ne sait pas où ils vont. Oui, absolument. Oui, mais absolument. Mais il le faut. Et là maintenant, est-ce que Manauda Malachi, comment je vais faire de sur le Fouda? Manauda Malachi peut interpeller quelqu'un en route, il n'a pas la possibilité. Non, c'est le ministère de la D'ailleurs, il a fait son communiqué à qu'on appelle à son au 15-10 et le numéro il y en a qui ne sont pas revenus, hein. Mais il vient pourquoi? Personne ne l'a rappelé. Un aîné me rappelait qu'il a entendu qu'on a pris des mesures. Qui est allé chez le tailleur? Bon, c'est le tailleur qui prend des mesures. Et le tailleur prend les mesures en fonction de la taille de chacun. Même lorsqu'on vous prend des mesures, il y a toujours des retouches à faire. Donc, et quelles mesures alors vous avez prises? D'accord, bon. Alors, la Côte d'Ivoire, pour ceux qui parlent du nombre de cas, la Côte d'Ivoire a 4 cas, dont un de moins que le Cameroun. La Côte d'Ivoire, hier, a fait un conseil de sécurité nationale à la présidence, présidé par Alassane Ouattara. Absolument. La Côte d'Ivoire a décidé de fermer pendant 30 jours les écoles et autres choses. Mais sauf que là-bas aussi, on critique. C'est pas comme on critique. Là-bas, ils disent que la mesure qui a été prise est insuffisante parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut fermer les écoles et les établissements pendant 30 jours et on ferme le bois de nuit seulement 15 jours. Quel message on va envoyer? Vous voyez que... quel message on va envoyer? Chalamel. Le Gabon a fait pareil, M. Eric Fopoussi. Le Tchad a fait pareil. Ils ont même fermé littéralement tout. Et ils ont demandé à tous les Tchadiens de rentrer. Ceux qui sont dehors en mission. Ils ont 72 heures. Ils ont 72 heures pour rentrer. De rentrer. Donc, c'est dit que ce n'est pas nouveau. Ce matin, vous avez ouvert l'émission avec un produit que vous avez baladé. Le gel hydroalcoolique. Vous avez baladé que nous nettoyons nos mains. Ce n'est pas le président. C'est ce que je disais ici hier. Que c'est des mesures qui devraient être prises chacun à leur niveau. C'est ce que je disais ici hier, monsieur. Je l'ai bon. Je dis, voilà au moins Equinox. Monsieur, sur ce débat. Vous avez ouvert l'émission ce matin avec ça. Oui. C'est encouragé jusqu'à dire que lorsque vous entrez à Equinox, il y a un produit qu'on asperge sur vos mains et tout, une solution idoine. À cause de ce que vous avez dit. Voilà ce qu'on attendait, que le professeur Soso se lève, monsieur Bachou.
Monsieur Bachou, je vous écoute. Je vais vous dire une chose. Dites-le. Quand le coronavirus est arrivé en France, n'est-ce pas, au tout début, le gouvernement français martelait, lavez-vous les mains avec de l'eau ou des gels hydroalcooliques. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement français, s'est mise à dire ça dans toutes les radios françaises, Europe 1, RTL, partout. On lui a dit que on fait juste ça et on reste tranquille. C'est pour dire que ça ne suffit pas. Il faut d'autres mesures. Permettez-moi. Voilà. Je vous dis que hier j'ai dit qu'il fallait ce type d'initiative. Qu'il fallait ce type d'initiative. Ça devait certes ne pas être la solution absolue, mais ça devait être un début pour faire bouger les lignes. C'est ce que je disais hier. Vous avez le professeur Soso qui s'est levé personnellement pour dire, ok, que les étudiants restent à la maison, qu'ils ne viennent pas, qu'on ne commence pas à dire que le premier cas a été découvert à l'université de Yaoundé 1, que ces enseignants, parce qu'ils donnent cours, ne viennent pas là-bas et attrapent le coronavirus parce que c'est venu d'un enfant. Le reste ne le concerne pas. Il a protégé son enseigne. Maintenant, c'est à l'administration de prendre la suite. C'est ce qu'on vient de dire tous ensemble pour dire c'est l'administration. Chacun pour soi. Oui. Vous avez vu en France, au Cameroun, je suis d'accord avec vous, Mbambo. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous, mais je dis qu'il fallait que cette initiative soit prise au moins pour faire bouger les lignes. Nous avons eu au Cameroun, on dit depuis qu'il est possible de faire déclarer à la douane en ligne, les déclarations en ligne. Il est possible de faire. En France, ils ont décidé que les gens restent à la maison. Pareil en Chine, ils travaillent à la maison depuis leur ordinateur et leur connexion Internet. L'action du gouvernement n'est pas freinée parce qu'ils ont mis en place un réseau, je ne sais pas comment ils appellent ça, ce réseau pour travailler. Vous êtes confinés. Ils ont fait aussi, ils ont fait pareil. Parce que à Yaoundé 1 aussi, c'est un devoir de précision. À Yaoundé 1, professeur Soso a également dit qu'ils vont faire en sorte que les gens prennent des cours par vidéoconférence et qu'il y ait un lien là-bas. Non, on dit que c'est des non, ils ont pris des mesures pour que les cours. Non, ils ont pris des mesures pour que les gens prennent des cours à distance. Là, c'est une décision personnelle. Il a pris de manière conjointe avec ses collaborateurs. D'accord, oui, Charles. Oui, j'étais en train de dire, non, monsieur, il faut aussi que ces mesures ont été prises. Les gens sont confinés, mais le travail ne s'arrête pas. Les gens sont en train de travailler. Voilà donc que ça pose le problème de la continuité du travail au niveau du Cameroun. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'administrateurs qui ne viennent plus au travail. Ils sont beaucoup déjà, les gens commencent à nous dire, sous Cap Kedia, Yaoundé, la peur du virus fait en sorte que certaines personnes ne viennent pas. On demande qu'on les transporte les dossiers à la maison. Est-ce que Internet, ça fonctionne? Ça va poser cet autre problème. Est-ce que Internet, véritablement, il y aura la fluidité dans le travail, le traitement, l'accélération, le traitement des dossiers? Point d'interrogation. Vous vous rappelez à l'époque du STRAS, et ça, c'est lorsque nous avons une réunion avec quelqu'un qui nous a abordé toutes ces questions. Je suis allé un peu fouiller à ce niveau. On s'est rendu compte que pendant le STRAS, Ebola et H1N1, il y a eu des formations qui ont été faites. Après, on a envoyé des Camerounais sur la gestion des crises par rapport aux pandémies. On a envoyé plein de Camerounais, je pense, du ministère de la Santé, oui, ils sont rentrés, qui sont allés se former. C'était l'occasion pour eux, M. Eric Fopoussi, d'être en action. Ceux qui ont reçu ces différentes formations, qui ont coûté au contribuable camerounais par moins de 300 millions de francs CFA, M. Eric Fopoussi, qui sont allés se former, d'être en action et de dire, voilà, d'être sur les plateaux, d'expliquer comment cela devrait être passé. Et en dernier ressort, le chef de l'État, ou des rapports qui devaient être faits, le chef de l'État qui devait prendre lui aussi des décisions avec son conseil de crise. Peut-être cette réunion qui est au premier ministère, c'est le chef de l'État qui a demandé ces instructions du chef de l'État. Peut-être au sortir de là, des mesures vont être prises, soit pour fermer les aéroports, mais je doute fort qu'on ferme les aéroports lorsqu'on a déjà un responsable du ministère du Sport qui a dit qu'il se dit prêt. Ils sont prêts à accueillir toutes les délégations, même celles venant d'Europe. Oui, donc on fait le chan, on fond tête sur le guidon. Sous le guidon. Peut-être que la Chine a donné les médicaments sans qu'on les rende publics. Absolument. Dominique Audrey, oui. Votre commentaire sur ce qui se passe là. J'ai été très émue quand j'ai appris pour l'université de Yaoundé. J'ai été, je ne sais pas, si je pouvais donner, je ne sais pas quoi à cet homme-là, simplement parce qu'il a pensé à préserver la vie de ses enfants qui sont sous sa coupole. Vraiment, je le remercie pour avoir pris cette mesure importante pour sauver la vie de ces jeunes Camerounais. Mais j'ai envie de savoir... En a-t-il le droit? Oui. D'accord. Il est question de vie ou de mort. Vraiment, dites-moi, Oyengelek, est-ce que si tu sautes de cet immeuble, tu vas sauver la vie de quelqu'un?
je saute. Tu n'es pas sapeur-pompier, mais puisqu'il est question de la vie de quelqu'un, je saute d'abord. Maintenant, s'il y a des mesures pour me réprimer après, je vais assumer. Parce qu'il est question de sauver la vie des gens. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il a eu l'ordre du président de la République pour le faire? Je ne sais pas. Comme pour dire que c'est ce genre d'initiative que moi, j'attendais de la part de monsieur le ministre de la Santé. On dira peut-être qu'il fait des choses. Il a quel droit de suspendre les cours dans un établissement? Il ne suspend pas les cours. Il préserve les enfants qui sont exposés à la maladie en allant dans les cours. Les étudiants. On parle de 1001 places, de 700 places. Ça fait 1001 malades. Le ministre santé, non, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Voilà, par classe. Dominique, je ne suis pas contre vous. Je veux juste comprendre ce que vous voulez nous expliquer. Oui. Vous dites que le ministre de la Santé va aller dans les universités? Je ne demande pas au ministre Santé d'aller dans les universités. Je dis que la mesure de M. Soso aurait pu être très bonne et que M. le ministre de la Santé également aurait pu prendre ce genre d'initiative. Parce que, par exemple, proposer, par exemple, aller dans les établissements scolaires, par exemple, ramener des kits, avoir des partenariats avec, par exemple, Biopharma, qui peut produire en grande quantité pour qu'on dispatche dans les écoles qui sont encore ouvertes, pour que les enfants qui sont là-bas puissent constamment avoir les mains nettoyées. Par exemple, avoir des campagnes, des caravanes dans la rue, avoir des campagnes dans des télévisions. Vous êtes d'accord avec moi que pour prendre une telle mesure, ce n'est pas que le ministre de la Santé qui va s'occuper de ça, parce qu'il faut que le ministère des Finances interagisse pour cette nouvelle ligne budgétaire. Tu vois, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut que le ministère de l'enseignement secondaire soit également impliqué dans cette affaire. C'est pourquoi on dit que pour que ce ne soit pas une affaire où chacun fait son rôle manche dans un gouvernement, il y a un président. On attend le président. Il y a un président qui... Mais il y a un président qui est au quotidien. C'est Donald Trump qui a parlé. Non, mais je veux dire que, mais Karine, il y a quoi qu'on explique et que vous ne comprenez pas. Je n'ai pas envie de comprendre ça parce que ce n'est pas normal, monsieur Fopoussi. Ça fait un moment qu'on parle déjà de personnes qui sont malades. Est-ce qu'on va attendre d'avoir les 360 machin choses de mort là pour que le président bouge? Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que... Ce que vous dites, c'est que le Cameroun peut même fonctionner sans président. Vous avez la... Ça veut dire que ça un poste qu'on peut vider et chaque ministre de son côté fait ce qu'il a fait, le pays fonctionne normalement. Pas que fasse ce qu'il a fait, monsieur Fopoussi, on est face à des gens. On vous explique comment on fonctionne. Je veux dire, moi je veux juste qu'on soit d'accord. Vous voulez justifier que nous sommes... Nous parlons depuis des semaines de cette affaire, depuis le 24 février, de cette affaire de coronavirus. Mais vous voulez dire que le président n'est pas renseigné? Mais dites donc au président, mais je veux comprendre de Dominique Audrey, comment le ministre de la Santé publique peut instruire à une entreprise de mettre à la disposition du public de Camerounais un produit. Je parle des écoles, qu'on cible les écoles. Son mot ne passe pas. Son problème, c'est de préparer le corps médical à faire accueillir parce que dans le ministère qu'il dirige a pour maître mot prévenir vaut mieux que guérir. C'est-à-dire, il vous dit, quand il a dit ça, le ministre qui s'occupe de l'administration du pays, qui approche les administrations des administrés, c'est lui qui prend le relais. Le ministère des Finances, c'est lui qui dit, si vous me faites tel produit, je vais vous faire les exonérations en impôts, en ci, en ça. C'est tel, lui, il n'a pas. Il me prépare le corps médical au cas où. C'est ça qu'il fait. Donc il faut quand même... C'est donc pourquoi il y a un président. C'est pourquoi il y a un président qui coordonne. Si, c'est lui qui a prêté serment. Le ministre, aucun ministre n'a prêté serment. On n'a pas voté les ministres. Arrêtons de compter dessus parce que jusqu'ici, visiblement, ça n'a rien donné. Vraiment. Moi, j'ai pas envie qu'on m'appelle pour me dire que tu as encore perdu ton frère ou bien ta soeur est morte de ça. Je n'ai pas envie d'attendre ça. Donc, c'est pour ça que le reste, monsieur le Premier ministre, devra prendre des mesures fortes. Vous avez dit que si on ferme les universités, les enfants, on les envoie où? Mais attendez un peu. Chacun doit être conscient. Si vous divaguez dans la rue, vous allez choper la maladie et c'est vous qui mourrez. Et je crois qu'il y a des cas où il y a des jeunes qui meurent déjà. Donc, ne pensez plus que c'est simplement... Est-ce que pour vous, un citoyen camerounais est plus conscient qu'un citoyen français? Je n'en sais rien. Mais je peux vous dire qu'il y a des chars qui sont dans la rue pour éviter qu'ils en sortent. Quand on prend... Monsieur Fopoussi veut dire ceci. Qu'on ait des mesures les étudiants, quand on leur dit rester à la maison, ils ne vont pas rester à la maison, ils vont se promener. Maintenant, il faut donc que la police
la gendarmerie leur dit on vous a demandé de rester à la maison. On n'a pas besoin. Vous ne pouvez sortir que si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital et tout ça. Donc, et maintenant, pour que la police dise... Le procès Soso ne va pas les contenir. Et pour que la police dise ça, c'est pas sous ordre de M. Soso. C'est pas son ordre. C'est clair. On doit en appeler à la conscience de chacun. Si on dit aux étudiants, vous ne pouvez pas venir en classe parce que vous êtes exposés, restez chez vous. Maintenant, en France, il y a des mesures avec des amendes. Au lieu d'avoir la police dans la rue, ça va prêter à confusion. Dites aux gens que si on vous attrape, vous donnez 200 000. Et on commence à appliquer. Pour attraper, ce sera un policier ou un gendarme. D'accord. Il y a des caméras un peu partout à Douala, non? Oui. Mais attends, mon frère, on fait comment? Ok, pour l'instant, on n'en est pas encore là, puisque le Cameroun n'a pas encore décidé, comme les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, de fermer tous les lieux, et même d'interdire tout cela. Pour l'instant, nous sommes encore au niveau de lavez-vous les mains, toussez sous votre coude, il y a d'autres mesures qui sont prises, appelez le 15-10. Donc voilà les mesures pour l'instant du Cameroun. Donc le reste n'est pas encore... Monsieur Soso a pris sa mesure à lui, de son côté. Est-ce que le gouvernement va entériner cette mesure-là et l'élargir à tout le Cameroun? La grande question se la pose. Karine, on termine votre revue, je vous en prie. Cette fois-ci, on est en Gaoundéré avec les conducteurs de mototaxi qui ont protesté hier contre les abus des forces de l'ordre, mais aussi contre une mesure prise le 8 février 2019 par le gouverneur de la région. Cet arrêté qui devait restreindre l'activité des mototaxis entre 21h et 6h dans la ville, visant à lutter contre l'insécurité galopante. Alors, sur Internet, on nous a dit qu'il y a eu des morts, mais le gouverneur de la région nous dit qu'il n'y a pas eu de morts, certes des blessés. Alors, bon, finalement, dans ce pays, d'abord, il faut dire que Yaoundéré, c'est normal. On a vu un phénomène grandissant d'insécurité dans cette région, kidnapping et autres. Mais comment le gouvernement camerounais va réussir justement à faire en sorte que ce type d'affrontement ne se répète plus à foison? On a le sentiment qu'on se lasse même déjà de voir à chaque fois des affrontements entre la police et les conducteurs de mototaxi. Ça devient lassant à un moment donné quand même. Il y a un colonel qui est originaire de la Damawa. Il s'appelle Bobo Amadou. Bobo Ousmanou. Il a fait une sortie où il a donné des propositions comment devraient se faire les comités de coordination des opérations, comment les autorités administratives devaient le faire. Il avait fait cette sortie, mais quand vous ne suivez pas les conseils d'un colonel à la retraite, oui. Et vous vous posez la question, donc je lui demanderai simplement, parce que le gouverneur a dit qu'il y a les bandits, notamment à 16h de la nuit. Ça veut donc dire la chose simple suivante: on enregistre les motos taximens, ceux qui font cette activité-là, ils doivent être enregistrés. Premièrement, on leur demande d'arrêter à un certain moment, ils arrêtent. Donc ceux qui continuent devraient avoir, ces mototaximens devraient avoir les lignes de certaines autorités en leur disant par exemple, oui, on n'est pas en droit de sortir, mais nous avons tant, j'ai tel moment, je vais quitter tant. Donc au moins, il y a une coordination entre ceux qui font cette activité de manière, j'allais dire, légale et leur liaison avec les autorités administratives, également les forces de maintien de l'ordre. Ils se communiquent. Et que ceux qui ne le font pas, c'est eux qui sont exposés. Mais depuis un an, pratiquement, le gouverneur n'a plus procédé à l'application de ce qu'il a pris comme mesure. Parce que c'est la répression. C'est ça qui me gêne dans ce pays. C'est comme si on a tellement hérité la répression. J'ai dit, et je ne veux plus voir quelqu'un dans la nuit à 21h. Mais ma maman tombe malade, j'ai la moto, je fais comment? Je l'amène par l'hôpital? Maintenant, donc, soyons sérieux. Ou bien, le train vient d'arriver. Comme le train arrive, je dois aller prendre mon frère à la gare. J'ai la moto, je fais comment? Il dort à la gare et tout ça. Non, il faut être sérieux. Donc, et les agents de voyage et tout. Donc, il faut qu'il ait un fichier des mototaximens qui sont dans la régulière et avec lesquels les forces de maintien de l'ordre travaillent. Et lui, les autorités administratives également. Et là, au moins, et l'autre versant, c'est qu'on les arrête, on arrête les motos, même sans véritable raison, on confisque la moto. Ça aussi, c'est pas normal. Alors, Chalamel, votre sentiment sur ce qui s'est passé à Ngaoundéré? Alors, il faut dire que Ngaoundéré, c'est une ville que je connais bien.
que vous soyez du côté de Sabungari, que vous soyez juste derrière le cinéma Le Rex, vous verrez l'école annexe de Ngaoundéré, toute cette zone. Baladi 1, Baladi 2, que vous soyez dans cette zone. Baladi 1, Baladi 2, que vous soyez dans toutes ces zones, vous allez vous rendre compte, M. Eric Fopoussi, que là-bas, il y a des zones où le taxi n'entre pas. C'est des motos. Pareil comme ici à Douala, il y a des zones que lorsque une certaine heure vous coincez, ce n'est que les motos. Beaucoup de Camerounais fonctionnent avec le numéro de Bensikina. Lorsque une certaine heure, le suprême, il appelle le Bensikina. Pardon, viens me chercher, je suis coincé, je dois entrer au quartier. D'accord. C'est une composante, c'est une chose avec laquelle il faut dire les administrateurs des différentes zones devraient fonctionner. Ils doivent le prendre. Les gars se plaignent, quand vous regardez toutes les vidéos qui circulent, c'est que les gars se plaignent de l'arnaque. De l'arnaque qui est opérée par les policiers. C'est ce que les gars de Ngaoundéré déclarent. Si vous regardez tous les Bensikina, ils disent que comment je vais travailler 5 000? Je dois donner 5 000. Je suis prêt à donner 1 000 francs, je suis prêt à donner 2 000. Mais tu dois donner tout. Je travaille mais 10 000. Je dois donner tel nombre de parties. Est-ce que je suis là pour travailler pour eux? J'ai ma maman qui est malade, j'ai les enfants à la maison, je dois rationner. C'est tout ce que vous suivez, toutes les différentes bandes qui sont faites et qui circulent. Vous vous rendez compte que le problème, en fait, là où l'autorité administrative nous amène, n'est pas le véritable problème des Bensikina. On veut encore détourner le sujet, M. Fopoussi. Le sujet, c'est les gars se plaignent de ceux-ci qui sont torturés, ils sont exclus, une arnaque qui est posée. Comment gérer donc ça? Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et de dire, perçons les abcès. Posons les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les policiers arnaquent? Lorsqu'on en a posé, est-ce que c'est parce qu'ils sont mal payés? Qu'ils fassent tout simplement son rapport et qu'ils l'envoient à Yaoundé, monsieur. Il faut poser que voilà la situation. Il faut arrêter de dire que non, c'est parce qu'il y a des bandits. Tous les corps, toujours les mauvais, les brebis galeuses. Mais quand vous écoutez tous ces gars, on a confisqué nos motos. Nous, on va faire comment? Moi, je me retrouve dans telle situation. Hier, on m'a pris, j'ai donné 5 000. Le lendemain, on me reprend encore, je donne 5 000. Je donne 5 000 pourquoi? Quand vous vous opposez, on organise en disant que vous êtes des bandits. Donc, je crois qu'il faudrait. Le délégué de la Sûreté nationale est interpellé. Je crois que tous les corps sont interpellés pour qu'ils s'asseyent. On essaie de trouver une solution à ce problème. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vraiment dans toutes les villes, même les villages, monsieur il faut aussi, il y a des gens lorsqu'ils arrivent à Banganté, pour entrer dans leur village, ils appellent des Bensikina qui sortent du village. Tout à fait. Parce que les voitures ne vont pas. Merci Chalam, merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va évidemment prendre tout de suite interpellation, madame, messieurs. On va regarder l'élément et ensuite commentaire sur le plateau. À tout de suite. Pour le développement, le progrès de notre pays, d'abord pour moi, il faut créer des entreprises pour diminuer le chômage, gérer, créer des réseaux sociaux pour encadrer les jeunes de la rue, ceux qui souffrent et tout le monde. Et faire investir les infrastructures routières dans tous les territoires du pays. Là, le développement va se suivre. Bombok, c'est une bonne interpellation là? Très très bonne interpellation. Nous, on vous demande de créer les bureaux d'études. Vous allez faire quelles études? En fait, ce qui fait développer un pays, ce sont les entreprises. Dites-moi, après cette réunion de sécurité, demandez, c'est vous qui faites les réunion de crise, Bombok. Voilà, réunion de crise. Pas de sécurité. Comment vous appelez vos choses là? Les biscuits turcs. Les tweets. Ah oui, voilà. Sur Twitter. Faites un tweet au Premier ministre. Moi, je ne sais pas faire ça. Pour lui dire que vous avez besoin, avant la fin de l'année, qu'il crée au moins 500 entreprises qui soient branchées à la haute tension. Là, branchées à la haute tension, ça veut dire que c'est les grandes industries qui vont recruter les gens. Voilà, et mes enfants vont travailler. Il me dira que Nachigal est en voie de construction, le barrage d'Achigal. Et ensuite, il dira même fait les fonctions déjà, non, apparemment. Voilà. On a déjà fait le raccordement. La grande question, c'est que qu'est-ce que le gouvernement a comme plan pour sauver les entreprises qui sont menacées par le coronavirus? Y a-t-il un plan d'exonération fiscale qui est prévu? Toute la question pour soutenir. Faites-lui un tweet alors pour que cause avec le président du GICAM pour que notre lettre au président de la République n'arrive pas. D'accord. Ou même de souplesse fiscale pour ne pas évidemment faire le lit de ceux qui ne paient pas les impôts. On va, madame, monsieur, basculer au plateau B avec Constellamine. Grande promotion de réfrigérateurs et congélateurs verticaux de marque Super Cool dans tous les magasins Sorepco. Et pour en parler, Constellamine, bonjour. Alors, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ah ben oui,
Ces magasins qui ont donc décidé de nouer un partenariat avec le concept Salaka, parce que le concept Salaka, c'est ce concept de communication et de vente des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parlant bien sûr des produits de qualité, vous les avez de plus en plus dans tous les magasins Soreco du Cameroun. Le temps de rappeler également nos téléspectateurs que la promotion sur les carreaux 60 par 60 continue bel et bien dans tous les magasins Soreco. Mais pour ce qui est de ce mardi matin, nous relançons sur la demande des clients. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, vous avez été nombreux à appeler la direction commerciale de Soreco tout en demandant une fois de plus la promotion sur les congélateurs et les réfrigérateurs verticaux de marque Super Cool. Alors c'est donc lancé depuis ce matin dans toutes les agences Soreco du Cameroun. Une promotion exceptionnelle, une promotion de qualité qui vous permettra, chers téléspectateurs, d'avoir des congélateurs et surtout des réfrigérateurs de qualité supérieure de marque Super Cool. Et bien entendu, et parlant bien sûr des clients, c'est l'occasion pour moi ici ce matin de dire un merci particulier à un très grand client des magasins Soreco, Sa Majesté Ndema Olo Emmanuel, qui, il faut le rappeler, est un client fidèle des magasins Soreco. Merci à vous, Sa Majesté Ndema Olo Emmanuel. Nous allons tout de suite démarrer cette promotion de ce matin par les réfrigérateurs. Oui, il y a des réfrigérateurs, mais il y a les réfrigérateurs de marque Super Cool vendus dans toutes les agences Soreco. C'est des réfrigérateurs de qualité supérieure. C'est des réfrigérateurs tellement nyanga. C'est des réfrigérateurs de 240 litres, c'est-à-dire vertical. Vous les avez donc à 180 000 francs. Un réfrigérateur neuf, un réfrigérateur de qualité dans le carton. Vous l'avez à 180 000 dans toutes les agences Soreco. Oui, plus besoin d'acheter les réfrigérateurs déjà utilisés. Évitez d'acheter les réfrigérateurs d'occasion. Achetez le neuf, achetez la qualité. Allez dans tous les magasins Soreco et achetez un réfrigérateur à 180 000 francs de marque Super Cool. Il est vertical, il est d'origine, il est de qualité, il est arrosé de 6 mois de garantie. Vous l'avez à 180 000. Également, la particularité de ces réfrigérateurs, c'est quoi? C'est que ce réfrigérateur a un côté qui assure, bien entendu, le côté réfrigérateur et un côté qui assure le côté congélateur. Regardez bien sûr l'intérieur de ces réfrigérateurs. Regardez comment c'est nyanga. Oh là 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 là. Regardez comment c'est beau. Regardez comment ça vous donne l'envie de les avoir. Est-ce qu'on va encore acheter des réfrigérateurs utilisés? Est-ce qu'on va encore acheter des réfrigérateurs d'occasion? Je dis non. Parce que Soreco vous permet d'avoir un réfrigérateur de qualité, un réfrigérateur vertical, un réfrigérateur Super Cool avec 6 mois de garantie. Vous l'avez à 180 000 francs. Oh là 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 là. Manya Kamalambo. Mototenge Sengalemba Tatan. Alande au magasin Soreco. Et Banjana Mangolo Meotene. Voilà le réfrigérateur Nyaboam. Wawele Biye. Wakombe Soué. Wawele Madiba. Wakombe Da. Otetani réfrigérateur. Balaloba. 180 000 francs Boukate. Au magasin Soreco. Mesema Cameroun. Alors, à côté bien sûr des réfrigérateurs, il y a également des congélateurs. Oui, il est moins encombrant, il est esthétique, il est tellement nyanga. Un congélateur, qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait cru? Un congélateur à 170 000 francs. Oh là 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 là. Je dis bien congélateur. 230 litres de marque Super Cool. Je n'ai pas dit 200 litres. Je n'ai pas dit 180 litres. J'ai bien dit 230 litres à 170 000 francs. Oh là 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 là. Il n'y a que Soreco et le concept Salaka pour le faire. Un réfrigérateur de qualité. Un réfrigérateur neuf. Un réfrigérateur tellement nyanga. Oh là 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 là. À 180 000 francs. Un congélateur à 170 000. Alors, chers téléspectateurs, j'attire votre attention ce matin. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Parce que le stock, il est très très limité. Vous l'aviez demandé. On l'a encore refait pour vous. Le stock, il est très très limité. Quelle que soit la ville. Vous êtes à Yaoundé. Vous êtes à Bafoussam. Vous êtes à Garoua. Vous êtes à Bertois. Vous êtes à Kribi. Rendez-vous dans tous les magasins Soreco et achetez un congélateur de qualité supérieure à 170 000 francs.
il est neuf, il est d'origine, il est dans le carton, vous l'avez à 170 000. Et ceux qui veulent acheter en quantité, on peut acheter chez nous et revendre ailleurs. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent un congélateur à 170 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Le stock, il est très limité. Merci beaucoup et surtout, très bonne journée au directeur général de Sorepco. Ce monsieur qui permet à tous les Camerounais d'avoir un congélateur à 170 000. Merci infiniment. Madame, Monsieur, on poursuit cette émission évidemment jusqu'à la fin. Alors, il y a le ministre de la Santé publique qui vient de tweeter juste à l'instant. Il dit « Je voudrais malheureusement annoncer l'enregistrement de 5 cas supplémentaires à Yaoundé, au Cameroun, portant ainsi à 10 malades dans notre pays. Chacun de nous peut arrêter la circulation de ce virus en prenant des mesures de distanciation prescrites. » Donc, on est passé de 5 à 10 cas. C'est la fin que je n'ai pas compris. Prescrites par qui? Il dit en prenant des mesures de distanciation prescrites. Par qui? Écoutez, les mesures qui ont été prises là, non? Tout ce on avait dit aux bébés que les bébés, on doit éloigner. Ça c'est pas important. Bon, ce qui est important, c'est que, Chalabel, nous avons 10 cas en 10 jours au Cameroun. Si les gens ne sont pas encore inquiets, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons passé l'émission à parler. Les gens nous ont insultés. Je rappelle que nous avons pris sur nous parce que nous avons des informations sur les cas, le nombre de cas au Cameroun. Avec les personnes même. On n'a jamais voulu critiquer les chiffres officiels. Jamais de la vie. Tout à fait. Bon, parce que on n'a jamais voulu. On avait parlé de cas de ce Français qui travaille ici dans une entreprise pétrolière. Oui. On n'a pas voulu régler le nom. On a vérifié, c'est encore confirmé. L'avion qui a porté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, il y a eu deux cas et une entreprise internationale à Yaoundé a demandé à son collaborateur qui était par cet avion de rester à la maison. L'autre cas était porté à Yaoundé, à l'hôpital central de Yaoundé et est porté disparu. Donc, on ne peut pas. Nous sommes là, justement, vous avez dit, l'heure est grave. Mais il ne faudrait pas, comme le Cameroun, nous le disions encore hier, le Cameroun a pris l'option de cachotterie. On cache avec les vaccins. Ici, on est resté des mois sans vaccin. Nos enfants sont restés 3 mois sans être vaccinés contre le BCG. On cache les chiffres de tétanos. Les tuberculeux sont restés ici 6 mois sans médicaments. Et ne parlons pas de ceux qui doivent de l'insuffisance rénale. Ne parlons pas de VIH-Sida. Non, nous procédons à la cachotterie. Et c'est pour cette raison que nous avons estimé que comme c'est la cachotterie, dites au moins à nos amis chinois de nous apporter des médicaments. Ils en ont apporté en Italie. Expliquez aux Camerounais qu'il y a des personnes qui sont plus à même de mourir de la maladie, qui sont des personnes à risque, qui sont des immunodéficients. Voilà. Les études disent également que ceux qui prennent les fumeurs de cigarettes également sont, avec leur muqueuse, sont plus facilement également tués par cette affaire. Et on connaît le nombre de fumeurs au Cameroun de cigarettes. Le diabétique, les insuffisants, les asthmatiques. Tout ça, nous ne sommes pas alarmants. Vraiment que nous sommes des patriotes. Nous aimons ce pays. Ce pays est à tous les Camerounais. On ne peut pas laisser la survie d'une nation à un gouvernement sans rien dire par rapport à ce qu'ils font. C'est ce que nous disons clairement. 10 nouveaux cas. Est-ce que le ministre des Sports va encore réécrire au CHAN, à la CAF du CHAN? La question, on peut se la poser de manière tout à fait tranquille encore ce matin. Merci à tous d'avoir été là encore ce matin, madame, messieurs. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h, forcément avec de nouvelles informations complémentaires sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Cameroun et notre amour sur ce plateau pour ce pays.